Bienvenue Alex. Comment vas-tu? Merci pour l'invitation. Ça va, donc on est sur la dernière semaine de la campagne. Bon, je pense qu'on va en parler un peu, mais oui, j'ai fait une campagne sur Ulule pour financer un film de long-métrage, voilà, un projet qui me passionne et que j'ai envie de mener à bien. On va en parler de suite du coup. Et, Démo, ton voilà, c'est film, ça. double face, double densité. Oui. Alors au début, c'est vrai que je voyais le projet venir, je me disais, ah mais c'est un documentaire. En fait non, c'est un film de fiction. T'es pas le premier à me faire la remarque. J'ai pourtant, enfin, j'avais bien précisé dans la page, mais c'est vrai que si on regarde pas les détails de la page et qu'on a juste le truc comme ça, on pourrait se dire c'est un film documentaire. Ouais. Bah, surtout avec mon profil. J'ai Oui. fait tellement de documentaires. Bien sûr. Ceux qui connaissent un peu mon travail, notamment sur le Blu-ray de Mars Express. Making of de 4 heures Et sur un film formidable. tout le making of, tout à fait. Voilà, on peut voir d'ailleurs Laurent Sarfati au long, en large et au travers. Et surtout en travers. Ouais, surtout au travers. Voilà, c'est sûr que c'est fait partie un peu de la manière dont on l'identifie. Donc je comprends le comment dire le quiproquo. Ouais, Voilà. mais c'est vrai que j'ai croisé récemment Emmerich et pareil, j'ai dit ça, je lui ai dit moi je pensais que c'était un documentaire, vraiment, je pensais que c'était ça, mais effectivement donc du coup bon bah Ulule largement financé, mais les gens, enfin on en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Les gens généralement reviennent sur les derniers jours, se disent ah c'est vrai, je viens de penser à ça. Donc voilà, c'est pour ça n'hésitez pas les gens, je vais mettre le lien du Ulule dans le chat. Ah, merci beaucoup. Donc effectivement, le premier palier était fixé à 30 000 €. C'était le palier à partir duquel le projet allait se faire. Ce qui pour un film français, c'est très peu. Et non, c'est vraiment ridicule. Enfin, c'est pour un petit film indépendant, mais même pour un petit film indépendant, c'est pas beaucoup, c'est très peu. En réalité, moi, j'avais fait une estimation pour un petit tournage de 3 semaines avec la post-prod et aussi la pré-production. J'avais fait une petite estimation et je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait 100 000 €. Ouais. Et donc, récolter 150 000 sur Ulule, parce que tu sais, tu retires les contreparties, tu retires aussi la partie que tu redonnes à Ulule, tous ces trucs-là, et donc il resterait 100 000 € pour le film. Donc mon objectif à la base c'était 150 000. Bon, on n'y est pas encore, mais il reste encore quelques jours, peut-être qu'on pourra aller un peu plus loin. C'est possible quand même, au moins de papier des 130 000 à 140 000. Mais j'ai beaucoup parlé, moi c'est mon premier crowdfunding que je lance. J'ai participé à beaucoup de crowdfunding de copains en fait. Origami, et Mars Express aussi. Express, Collector's Quest, etc. Last Man aussi, c'était toi derrière le... Ouais, et là pour la première fois, c'est moi qui m'occupe du truc, moi-même, je fais les paliers, enfin je faisais tout moi-même. Et donc j'ai demandé conseil à mes copains, j'appelle ça les senpai du crowdfunding, donc c'est les Fabien Fournier, les Maïki ou les Katsuka, et ils m'ont tous dit non, si tu demandes trop, si tu demandes 150 000 €, ben, t'as peut-être besoin de ça, mais il faut la jouer différemment, il faut demander moins, et après à toi de jouer, de créer des paliers motivants pour aller plus loin. Pour faire le film comme tu avais vraiment voulu envie de le faire, au lieu de devoir faire un petit peu des concessions, de dire ah ça, il n'y aura pas ça, mais voilà, mais de donner un petit peu... Ah bah ça, les concessions, on est obligé de les faire si on n'a pas le budget que j'avais prévu. C'est sûr. Non, ils m'ont proposé ça surtout par rapport à la dynamique de campagne. Ils m'ont dit si je demande 150 000, eh ben, imaginons, aujourd'hui, on serait à 75%. Ouais. On serait pas dans la même situation. Et du coup, ils m'ont expliqué, une campagne dynamique, c'est une campagne qui remplit vite ses objectifs et qui après propose des paliers intéressants. Donc si j'avais demandé 150 000, on serait même pas arrivé au premier palier. J'aurais pas pu proposer tous ces nouveaux paliers, le palier de Laurent avec Gilbert Software, etc. Donc du coup, je les ai écoutés, je dis bon, ben, vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez, donc moi je vais faire comme vous dites, et c'est pour ça qu'on a fait ce système-là. Mais ça voulait dire que je devais avoir un plan B si, évidemment, je peux pas savoir le montant à l'avance, donc si on n'atteint que les 30 000, eh ben, il fallait que je sois quand même capable de livrer quelque chose. Donc j'avais un peu prévu une solution un peu plan B si jamais je ne pouvais pas obtenir le... Heureusement, là, ça a l'air d'aller bien. C'est plutôt bien parti. Il faudrait 150 000, donc n'hésitez pas les gens, si vous avez un petit peu d'argent de côté, que le projet vous intéresse, évidemment. Mais déjà là, on est pas mal. Hein. Voilà. Même si ça s'arrête aujourd'hui, je suis déjà très content. C'est sûr. Mais si on arrive aux 150 000, c'est super, on pourra vraiment être... Et est-ce que tu peux pitcher rapidement? C'est quoi bien sûr. Démo? Alors, tu veux que je te parle de démo ou du film? Du film. Le film, alors, ça se passe en 1990. Donc, dans le milieu des codeurs amateurs sur Atari ST Amiga. Donc, c'est un milieu qui s'appelle la démocine. C'est des jeunes qui font des programmes qui, techniquement, sont absolument extraordinaires, mais qui ne sont pas interactifs. C'est pas des jeux.
c'est un peu des démonstrations de ce qu'on est capable de faire. Et ils s'échangent ces programmes. Ça fait partie de la culture, en fait, complètement de ces ordinateurs-là. C'est assez impressionnant, d'ailleurs, à chaque fois. C'est de voir des sortes... par exemple, moi, j'ai vu beaucoup ça sur GBA, sur Game Boy, où ça mettait des sortes de logiciels 3D dedans, où ça faisait des trucs très, très impressionnants pour des toutes petites machines. Exactement, c'est exactement ça l'idée. C'est des codeurs de génie, c'est des bidouilleurs, des hackers qui sont capables de réussir, avec des astuces de programmation incroyables, à afficher des choses qui normalement, ou à faire des sons qui normalement ne sont pas possibles. Donc quand on connaît un peu cet univers, quand on est un peu initié, c'est extrêmement impressionnant. Par contre, si on ne connaît pas l'univers, on ne comprend rien. Moi, mes parents, je leur montrais mes démos sur Atari ST, je fais regardez, c'est génial. Allez, fais tes devoirs. Oui. ça ne les touche absolument pas. Donc voilà. Et donc c'est dans cet univers-là, et on prend un personnage dans ce cadre-là, et il décide de se lancer dans la création d'un jeu vidéo. Et on va les suivre avec toutes les étapes, toutes les embûches. Je dirais que c'est un peu une chronique qui ressemblerait à un film, tu sais, tous les films sur les groupes de rock, où il peut y avoir des disputes, des amitiés, des trahisons, parce que c'est pas évident d'avoir un projet commun et de réussir à le mener à bien quand tout le monde n'a pas forcément les mêmes envies. Et tout ça en montrant évidemment la réalité de la programmation de l'époque. On va pas esquiver le sujet, ce sera pas de la programmation magique comme on voit trop souvent au cinéma. Et voilà, j'ai fini ma démo. Non, on va vraiment rentrer dans le détail et en essayant de pas être chiant. Oui, donc, parce que le portrait généralement du hacking, mais je pense aussi du coup à la programmation, moi je sais qu'il y a une série que j'aime bien qui s'appelle Mr. Robot, qui essaye quand même de faire des choses très très bien, et de ce que j'ai compris c'est souvent, c'est quasiment tout le temps très accurate, très parfait par rapport à ce que c'est, mais effectivement sinon les hackings dans les films c'est... j'ai chopé l'IP, quoi, vraiment. C'est ça, avec des lettres vertes sur fond noir, voilà. Matrix. C'est ça, qui font déjà en plus très vieillot. C'est un code cinéma, voilà. Mais là, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans le détail. Moi, mon modèle, c'est vraiment ce que savent faire les Japonais. Tu sais, quand ils font un truc sur la cuisine ou sur le jeu de Go, ils sont capables de rendre intéressant des trucs très techniques. Parce qu'ils vont t'expliquer ça de telle manière que tu vas être impliqué dedans. Tu vas voir les personnages témoins qui vont faire « Mais c'est incroyable, comment a-t-il réussi à faire ce sushi d'outre-monde ?» tu vois. Moi, je sais que j'ai une série que j'ai en DVD qui s'appelle Hikaru no Go. Voilà. Du coup, sur le jeu de Go, et effectivement, le jeu de Go, on se dit « Ah, c'est chiant, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout ?» Mais en fait, ils arrivent à rendre ça ultra passionnant, déjà parce qu'il y a des arcs de personnages passionnants, mais aussi juste que la manière de mettre en scène ce jeu de Go-là est ultra percutante. Exactement, ils esquivent pas le jeu. Alors que dans la culture plutôt occidentale, quand on a un sujet, on en parlait avec Erwan Cario par exemple sur la médecine, souvent ce qu'ils vont privilégier, c'est les personnages. Et finalement, la maladie qui est traitée dans Dr House, finalement peu importe, parce que ce qui va être intéressant, c'est comment les personnages vont interagir entre eux. Et ça, j'aimerais bien justement ne pas le faire, faire plutôt à l'école japonaise, quoi. Bien sûr. Écoute, en tout cas, Demo, c'est un projet, il est épinglé dans le chat si jamais il y en a qui veulent soutenir. J'espère qu'il y en a qui veulent soutenir. Et du coup, tu t'es prêté à un jeu très spécial, c'est le jeu du bingo des films. Mais déjà, avant ça, la liste, avant ça, j'ai quand même envie de te demander, vu qu'en plus tu fais un film, c'est quoi ton rapport déjà au cinéma? Parce qu'on te connaît plus pour être fan de jeux vidéo, d'animation japonaise, mais du coup plutôt de séries également, on va en reparler aussi à côté. Mais c'est quoi ton rapport au cinéma? Est-ce que tu te considères comme étant cinéphile? Et c'est quoi ton rapport justement au fait de regarder des films? C'est compliqué de se définir soi-même, mais moi j'aime le cinéma. Oui. Comme du coup, je pense beaucoup de gens de ma génération. Moi je suis né en 1974. Et donc à l'époque, il n'y avait pas encore les vidéos, la mini-magnétoscope ou les lasers. S'ils existaient, ils étaient peut-être encore inaccessibles. Et donc moi, je me souviens que quand j'allais voir un film au cinéma, je me souviens d'avoir vu E.T. au cinéma. C'était absolument merveilleux. Ça m'a fait... j'ai eu beaucoup d'émotions en voyant E.T. Et je savais que j'allais plus jamais le revoir, ou peut-être une fois à la télé plus tard. Mais il y avait quelque chose de l'instant précieux. On se disait, bon, là je vois le film, j'ai de la chance, après je pourrais peut-être plus le revoir. Alors c'est pas un film, mais c'est une série. Je me souviens très bien que les Cités d'Or, il y avait un épisode par semaine, et quand j'en ratais un, c'est arrivé une fois, parce qu'il y avait un truc à faire, je sais plus, un truc pour l'école, on nous demandait d'être disponible le mercredi. J'ai raté un épisode des Cités d'Or, mais pour moi c'était la catastrophe, parce que je ne pouvais pas savoir que dans le futur, il sortirait les DVD, tu vois. Pour moi, ni qu'il y aurait Internet qui permettrait de voir tout ça. C'est ça. Impossible à imaginer. Donc moi, c'était, je l'ai raté pour toujours. Donc dans ma tête, j'avais juste le résumé de l'épisode suivant que j'avais vu la semaine d'avant. Et après, j'ai vu le résumé de l'épisode précédent la semaine d'après. Et j'avais que ça pour me reconstituer l'épisode. Et donc, il y avait un côté très précieux, en fait, à l'expérience cinéma.
Et donc le tout premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Les Aristochats. C'est mes parents qui m'ont emmené, évidemment, comme beaucoup de monde, c'est souvent un Disney. Hein. Et c'était une ressortie, parce que il n'est pas sorti qu'en 80, tu vois, il est sorti plus exactement, mais c'est une ressortie. Et puis après, dans mon enfance, j'ai vu quelques Disney. Je me souviens que j'ai beaucoup aimé Brisby et Le Secret de Nîmes, ça m'avait beaucoup impressionné. Et après, quand j'ai commencé à aller au cinéma tout seul, c'était vers 12-13 ans. Et je me souviens très bien, à l'époque, il y avait une limite, tu sais, les films interdits moins de 13 ans. Et l'année où j'ai eu 13 ans, il y a Robocop qui est sorti, j'avais le droit d'aller le voir. Je suis allé voir Robocop et j'avais le droit, je suis allé le voir tout seul avec mon argent de poche et des copains, hein, mais je veux dire pas accompagné par des adultes. Et on était extrêmement impressionnés. Ce film aurait été déjà brutalement violent, mais aussi extrêmement satisfaisant. Révolutionnaire à plein de niveaux, tout était génial dans ce film. Donc quand on allait voir Robocop, c'était « Oh mon Dieu, c'est trop bien !» Et puis j'étais un peu cramponné à mon siège. Hein. La scène au début où Murphy se fait tuer, j'étais crispé. C'était très impressionnant. Et c'est sûr que moi, du coup, je suis né en 99, pour comparer, donc je suis né... Internet commençait un peu à se démocratiser quand j'étais jeune, tout ça, donc vraiment, j'ai vécu je crois qu'il y a des études comme ça, en mode, ma génération, en tout cas, on est la dernière qui a vécu un monde sans Internet. Et j'ai l'impression effectivement que quand j'étais plus jeune, les films, effectivement, quand ils passaient au cinéma, on pouvait les avoir après en DVD, tout ça, mais on devait vraiment aller les voir, sinon on les loupait pendant plusieurs mois après, etc. Avec la chronologie des médias, tu dois attendre un peu. En plus de ça. Et aujourd'hui, je m'en fous, je loupe un film en salle, je me dis, j'attends 2 mois, il sera en ligne, quelque part, sur des sites obscurs, ou alors sur des sites légaux. Il y a moins ce côté, il faut pas le rater, quoi. Il y a toujours une seconde chance. C'est ça, et c'est vraiment, je vois qu'aujourd'hui, il y a des tonnes et des tonnes de films qui sortent. Hier, j'ai maté 5 films d'affilée parce que je veux rattraper les Predators avant le prochain mercredi. Donc j'ai maté que des super films avec Predator 2, Predators et The Predator et les 2 Alien vs Predator qui sont... Putain, mais j'ai pas vu tout ça, moi j'ai vu un et chez deux, je crois. Il paraît que c'est pas terrible. Tu loupes pas grand chose. Très honnêtement. Bon, toi t'as bien fait tes devoirs, t'es super prêt. C'est ça, exactement. Mais au moins c'est sûr que effectivement on a accès à tellement de culture, on a accès à tellement de films qu'on a moins ce côté événementialisation qu'il pouvait y avoir dans les années 80-90. Oui, et c'est pas plus mal. Hein. Je sais que les gens de ma génération disent « Ah, de mon temps, c'était mieux parce que c'était plus difficile à trouver. » Non, quand même. Oui. C'est quand même plus... Moi, je trouve que le monde est meilleur si on peut voir le film qu'on veut au moment où on veut. Si je veux voir un grand classique, je veux voir, je sais pas, tiens, je vais voir Citizen Kane, j'ai envie de le voir, je peux le trouver très facilement. Soit il sera sur un streamer, tu sais, un Netflix, comme ça, soit rapidement, on peut trouver un DVD, c'est facile. Donc c'est quand même il y a même des projections, événements parfois, puisqu'il y a plus de cinéma aussi. Et puis les gens de ma génération qui disent ça, ils oublient aussi l'ennui. Parfois, tu peux passer une semaine entière sans qu'il y ait rien d'intéressant à la télé et t'as rien d'autre à voir. Et quand il y a un bon film, tu vois, quand il y a Les Dents de la Mer qui arrivent, tu le vois dans le programme télé, tu te réjouis toute la semaine. Ah oui, il y a Les Dents de la Mer. T'as une attente vraiment. Oui, c'est ça. Donc il y avait beaucoup d'ennuis. Pas grand chose à voir à l'époque. Bah oui, c'est sûr. Et donc tu t'es prêté à un exercice très dur, celui du bingo des films. Oui, alors parfois il faut faire des choix. Tout à fait. C'est dur, mais c'est mis dans le marbre, mais au moins on va pouvoir parler de beaucoup de choses, notamment vu que, j'en parlais pareil avec Emmerich d'animation japonaise, vu que t'as vu, t'as beaucoup œuvré d'ailleurs pour l'arrivée de l'animation japonaise en France. Oui, alors ça c'est l'animation japonaise, quand on a commencé à la découvrir dans les milieux un peu justement underground, les cassettes qui se passaient de la main à la main dans les boutiques de Japanimation, comme on disait à l'époque. Ces moments-là, donc à partir de 92-93, on va dire, en gros quand Akira est arrivé, quoi. C'était la seule fois dans ma vie où j'ai senti une telle différence entre la perception qu'avaient les gens de l'animation japonaise et ce que c'était en réalité. C'est-à-dire que si t'écoutais les gens autour de toi, c'était le pire truc du monde. Ça ne valait rien, c'était de la merde. Que c'était affreusement mal animé. Que c'était fait même, certains disaient que c'était fait exprès par les Japonais pour abrutir les petits Français. Cette idée Club Dorothée, Ségolène Royal, tout ça. Et genre c'était une arme faite à dessein, comme si Toriyama s'était dit je vais faire Dragon Ball juste pour, tu vois, juste pour rendre les gens bêtes, en France. Enfin, c'était une méconnaissance complète de... Et puis moi, je découvrais des films de Miyazaki, sans savoir qui était Miyazaki. Je voyais des trucs incroyables, Mani Mani, tous les trucs des années 80 complètement fous. Et je me disais, mais c'est incroyable, ils sont en avance de 20 ans sur nous, mais les gens ne le voient pas. Donc il y avait un sentiment d'injustice un peu, qui était partagé par toute ma génération. On avait envie de promouvoir l'animation japonaise et dire, non, vous vous trompez.
il n'y a pas que le Club Dorothée, et même les dessins animés du Club Dorothée, ils sont pas si mauvais. Oui. S'ils n'étaient pas censurés, Oui, bien sûr. rechantés par Bernard Minet et tout, ils ont quand même de la valeur. À les la base, originaux, il y avait quelque chose, ne serait-ce que Dragon Ball, effectivement, il y avait quand même vraiment quelque chose. C'est pas forcément des chefs-d'œuvre toujours, bien sûr. Mais c'est pas non plus ce qu'on entendait, c'est pas non plus l'horreur. Évidemment. Mais là, du coup, on peut commencer ton bingo avec ton film préféré de tous les temps, Le Bon, la Brute et le Truand. Ah, j'ai pas osé mettre Mars Express. Ah, quand même. On va dire que je suis biaisé. c'est vrai. Mais Le Bon, la Brute et le Truand, pourquoi est-ce que c'est ton film préféré? Pourquoi est-ce que tu t'es posé sur celui-ci? Parce qu'il fallait bien en choisir un, mais on a tous 50 films préférés. C'est vrai, bien sûr. Mais bon, celui-là, le temps fait que maintenant, il est... comment expliquer, un film plus récent, c'est plus dur, il faut du temps pour savoir si on l'aime vraiment. Celui-là, je l'ai découvert quand j'étais jeune, à la télé, dans un format très curieux, où ils écrasaient l'image, ah, oui. où ils étaient tout fins, les bonhommes, je sais pas comment expliquer, mais sur les télé 4 tiers, les westerns, ils les écrasaient comme ça, donc du coup, tous les personnages étaient tout filiformes, quoi. Et je l'ai vu avec mes parents, je me souviens encore de ce que me disait mon père, pendant le film, par exemple, je disais, mais papa, pourquoi le bon il fait ça? Il fait, ouais, il l'appelle le bon, mais c'est juste qu'il est un peu moins méchant que les autres. Oui. Je m'en souviens de ces explications paternelles pendant que je voyais le film, et je l'avais évidemment adoré. Et quand il est sorti en DVD, donc là j'avais plutôt 19-20 ans, je l'ai redécouvert avec des bonus incroyables, les bonus DVD, mais quel bonheur de voir tout le contexte. Tu n'utilises plus trop, malheureusement. Ça se fait de moins en moins. Donc je l'ai redécouvert avec en plus des historiens du cinéma qui expliquait le film, des features comme on voyait Sergio Leone qui dirigeait le doublage français. Oui, c'est vrai. Il dirigeait le doublage français. Même le doublage français. Donc c'est incroyable et tout, je trouvais ça super. Et je peux le revoir, tout est parfait, tout est moderne, la musique est folle, les gags marchent toujours, il y a plein de gens qui ressentent encore, il y a deux genres, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un flingue et ceux qui creusent, et toi tu creuses. Enfin, il y en a plein des punchlines comme ça, mais il y en a qui sont moins connus, mais qui sont hyper drôles, quoi. Tu vois, par exemple, quand Tuco se fait attraper au début, il y a le chasseur de primes qui lui montre son affiche et qui lui dit « Eh, t'as la tête de quelqu'un qui vaut 1000 $. » Et t'entends la voix de Clint Eastwood en off qui fait « Oui, mais toi, t'as pas la tête de celui qui va les empocher. » C'est super drôle. Bien sûr. Et voilà, il y en a tout le temps. Et puis, c'est tellement beau. Il y a une science de la mise en scène. Et tout est aussi dans le contexte. Par rapport à ce qui se faisait à l'époque, ça allait tellement plus loin. Et comme l'animation japonaise, c'était tellement décrié à l'époque, ça rencontrait un succès public, mais les critiques trouvaient ça absolument atroce. Sur Le Bon, la Brute et le Truand, dans le bonus DVD, il y a un des historiens qui dit j'ai lu une critique de l'époque. Il y avait un critique, je crois, américain, peut-être new-yorkais, qui disait si quelqu'un accepte de rester dans la salle après la scène de passage à tabac de Tuco, je considère que cette personne ne fait plus partie de l'humanité et je ne veux même pas lui parler. Oui, tu te rends compte la violence de la critique? Comme là récemment, il y avait une critique de Libération, je crois, qui a 40 ans du coup, de Retour à le futur, et qui disait c'est abrutissant pour les ados débiles, etc. Évidemment. Donc il faut se méfier quand on voit un film qu'on trouve tout pourri. Là, par exemple, les critiques ciné de ma génération, ils n'aiment pas du tout tout ce qui est Marvel et tout ça. Bien sûr. Et dans 20 ans, je suis sûr que tout le monde dira à l'époque, on faisait des vrais films de super-héros. le Marvel machin. On a déjà une forme de nostalgie pour le début des années 2000 où il y avait des bouses. Dans le début des années 2000, il y avait beaucoup de bouses. Mais moi, j'en revois parfois entre amis et je me dis quand même, au moins, il y avait un petit peu de cœur dedans encore. Ouais, donc faut se méfier du jugement qu'on peut avoir sur un film qu'on comprend pas, parce que les critiques de l'époque, ils avaient leur référence à eux. Pour eux, le cinéma qui les touchait, c'était pas celui-là. Eux, ils trouvaient ça absolument atroce. Ça les touchait pas du tout. Mais nous, notre génération, moi, je suis même pas de la génération où c'est sorti. Moi, j'ai découvert plus tard. Mais j'étais ébloui. Évidemment. Et puis j'aime beaucoup aussi tous les autres films de Sergio Leone, bien sûr. Celui-là, il est tellement. Je crois qu'on en a d'autres en plus dans ton bingo juste après. Pour l'instant, du coup, on va vers le meilleur script avec Fantôme contre Fantôme. Du coup, c'est. C'est de qui déjà, pardon? C'est Peter Jackson. C'est de Peter Jackson, oui, voilà. C'est Frighteners. C'est très bizarre d'ailleurs la carrière de Peter Jackson où il est passé de Brain Dead, Bad Taste, tout ça, à ce genre de film-là. Enfin, en même temps, c'est un peu logique. Tu parles de Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Hein. Oui, aussi. Ouais, il est plutôt bon pour créer des univers fantastiques. C'est le roi de la débrouille. Les effets spéciaux, il les comprend vraiment. Il sait comment faire des bons effets spéciaux. Non, il est super fort. Bon, comme beaucoup de personnes, je préfère ses débuts. Si tu veux, moi qui n'ai pas été un lecteur du Seigneur des Anneaux, j'étais pas dans cet univers-là.
quand Le Seigneur des Anneaux allait sortir, moi, j'allais pas voir le film Seigneur des Anneaux, j'allais voir le nouveau Peter Jackson. Parce que j'allais voir chaque film religieusement au cinéma depuis Bad Taste. Oui. En plus, on s'identifie vachement à lui parce que il a commencé en tant que pur amateur, mais amateur de génie. Puis il a eu après des petits budgets, puis après des budgets moyens, puis après il tourne avec Michael J. Fox par exemple dans Fantôme contre Fantôme, et après il est arrivé sur Le Seigneur des Anneaux, et dans les bonus du Seigneur des Anneaux il fait c'est trop bien, je fais le plus grand film amateur du monde. Tu vois, donc, oui, c'est vrai. Il a un peu cet esprit là toujours. C'est bon parce que là pour le coup Bad Taste, Brain Dead, je crois qu'on est sur un tiers de l'objectif de base de démo. Je crois que c'est $10,000, quelque chose du genre quoi. Alors Bad Taste peut-être, mais Brain Dead quand même non, il avait Brain Dead, je crois qu'il a un vrai financement quoi, mais bon c'est un peu Monsieur Plus. Avec Robert Tussell, il arrive à faire un truc incroyable. Mais je crois que j'en parlais avec Jérémy Perrin, qui aime pas trop King Kong, et il m'a dit qu'il trouvait que c'était un peu le défaut de Peter Jackson, c'est qu'il est trop généreux. Et donc, quand ils se font courser par des dinosaures, c'est un peu too much. Il veut aller trop loin, alors parfois c'est un peu pas il met beaucoup de bestioles en plus dans King Kong, en plus de la créature de base. C'est ça, et ça n'en finit plus, etc. Bon, après, moi je dis, c'est pas mon Peter Jackson préféré. Et quand il m'a dit ça, je fais ouais, c'est peut-être un peu, effectivement, il a un peu raison, c'est son défaut. Mais le côté too much dans Brain Dead, c'est génial, la tondeuse à gazon et tout. Oui. Après, c'est tellement compliqué, et puis c'est tellement... mais voilà, celui-là, meilleur script... Bah oui, l'histoire, elle est incroyable. Il y a plein d'histoires imbriquées les unes dans les autres. Il y a l'histoire du côté fantôme, l'histoire du côté des humains. Il y a un moment donné, Michael J. Fox se suicide en se laissant congeler dans une chambre froide, en demandant à sa collègue de le réanimer après. Et donc, du coup, pendant quelques temps où il est dans le monde des morts, il est en fantôme, il peut combattre les fantômes pour aider les vivants. Donc, dans la même scène, il y a l'héroïne qui combat contre le flic, et lui, pendant ce temps, il combat contre le psychopathe en fantôme. Ils sont tous dans le même écran. Et l'histoire, en général, de A à Z... Bon, il y a quelques petites... comment dire pas incongruités... Incohérences, voilà, chercher le mot. Notamment, la première scène du début... Bon, je ne veux pas spoiler, mais du coup, quand on a vu la fin, la première scène du début, elle n'a plus trop de sens, quoi. Le pré-générique. Mais malgré tout, tout est tellement génial. Le moment où il y a le twist, où on comprend que le personnage qu'on pensait sympa n'est pas si sympa que ça, moi, au cinéma, j'ai eu l'impression de tout le corps. J'étais, mon Dieu, ça marchait tellement bien. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour ce film. Et en plus, qui est produit par Robert Zemeckis, qui lui aime bien les scénarios aussi parfaitement huilés. Très bien fait. Effectivement. S'il y a Jack Black au casting, c'est souvent foutu d'avance, nous dit Laurent. Par rapport à King Kong, j'imagine. Ah oui. J'imagine bien. Tout à fait. Poster préféré de l'arnaque. Alors, comme tu m'as passé sous forme texte, je sais pas si c'est ce poster. C'est celui-là. Que tu préfères. Avec, alors moi, je connais pas du tout. Je préfère celui qui a un fond vert de gris, enfin vert. On va regarder ça ensemble. Ah non, c'est. Putain, on doit se souvenir. Celui avec le rond là, il est pas mal. Ok. Non, le petit décor, voilà. Mais qu'est-ce que c'est que l'arnaque? Parce que moi, je vois Robert Redford et Paul Newman. Je suis The Sting. Tu sais, c'est un fameux film avec deux petits voyous qui sont des rois de l'arnaque, qui font des petites arnaques, et puis ils s'attaquent à un moment donné à un grand baron, quoi. Ils essaient de faire le coup du siècle, quoi. Et donc, c'est un film très malin, qui a eu beaucoup de succès, qui est très connu pour sa BO. Tu sais, un BO ragtime, là, oui, qui est un morceau des années 1900, qui a été réutilisé pour l'arnaque. Et on parlait du poster, hein. Alors c'est pas forcément mon film préféré, même si je l'aime beaucoup. Alors le poster, mais qu'est-ce qu'il est classe. Comment ne pas avoir envie de voir le film? On a deux des hommes les plus beaux d'Hollywood de l'époque, et encore aujourd'hui peut-être. Je crois qu'il allume sa cigarette avec une carte ou un billet. Oui, avec une carte. C'est magnifique. On a envie effectivement de le voir, je pense. Voilà, la bouteille de whisky. Bon, c'est un dessin, en plus c'est pas une photo, donc c'est un très bel artwork. C'est les posters de l'époque de toute manière. Ouais, c'est iconique. C'était quelque chose, quoi. Après, il y en a tellement des bons, il fallait bien en prendre un. Effectivement. Je le verrai un jour, Sugarland Express de Steven Spielberg. C'est vrai que c'est le Spielberg que j'ai l'impression, même beaucoup de fans de Spielberg n'ont pas vu, quoi. Pareil pour 1941, qui est vraiment un de ses plus inconnus, un de ses plus étranges aussi. Oui, bizarre, et il divise beaucoup. Ouais, ce que j'ai pu voir déjà à l'époque. Ah, me spoil pas, je vais le voir. Ah oui, pardon. Pardon. Mais pourquoi est-ce que tu le retardes un petit peu Non, c'est par rapport au bingo. Au moment où j'ai répondu au bingo, justement, j'avais regardé le documentaire sur les 50 ans des Dents de la Mer peu de temps avant. Et en voyant ce documentaire, il y avait des extraits de Sugarland Express, et je me suis dit,
il faut que je le voie. Et donc, du coup, quand je suis arrivé devant le bingo, bah, j'ai évidemment répondu ça, quoi. Bien sûr. Voilà. Mais c'est quoi, du coup, ton rapport à Spielberg particulièrement? Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui l'aiment pas trop en ce moment, qui disent ah, mais en fait, c'est too much, etc. Oui, mais bon, si on avait plus de réalisateurs comme lui, Oui, on aurait plus de bons films. Hein. quand même. Ah, non, mais il est quand même incroyable, Spielberg. Et moi aussi, j'aime pas tout dans Spielberg. Il y a des trucs, je suis un peu à côté. Même Ready Player One, qui devrait être ma cam, Ah oui. ça devrait être exactement ce que j'aime. C'est pas mon film préféré de Spielberg. Mais bon, moi, j'ai commencé par E.T. au cinéma. Je savais même pas qui était ce monsieur quand j'ai vu E.T. Et pour la première fois, j'ai pleuré au cinéma. J'avais 8 ans. Quelle expérience, quoi. Quand E.T. s'en va et qu'il dit au revoir, je me dis, oh, t'en vas pas. Bah, c'était vraiment une émotion incroyable. Et quand je réécoute la musique, je me souviens encore de ce moment-là. Et puis après, évidemment, bah, j'ai grandi dans les années 80, donc j'ai vu les Indiana Jones. Et Jurassic Park plus tard. Voilà, alors Jurassic Park, qui est le film préféré de plein de gens, bah, moi j'étais déjà trop vieux. Ah. Ça m'a pas fait. J'ai trouvé ça bien, j'ai vu au cinéma, je suis waouh, les dinos en 3D, trop bien, mais j'ai pas eu de frisson en le voyant. Voilà, parce que je pense qu'il y a un âge. Oui, je pense que ces films. C'est beaucoup un film d'adolescence ou de début de vie d'adulte, évidemment, quoi. Et récemment, son film. Le Fabelmans. Ouais. Bon, j'ai adoré. Hein. Claque, ouais. Ça donne envie de faire du cinéma. Ouais, ça me fait. Il y a des moments, je le trouve tellement sincère. Le moment où il y a sa famille qui se déchire, les parents qui s'écharpent et tout, et on sent que ça va être le divorce. Et lui, il se voit dans le miroir, il s'imagine en train de filmer la scène. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser? Il est en mode, ça ferait une bonne scène de film. Ou il est en mode, je veux documenter ça, absolument. Qu'est-ce qu'il pense à ce moment-là? Je trouve ça fou, quoi. C'est une des plus belles scènes, moi, que j'ai vues récemment. Et une autre scène aussi qui m'a beaucoup marqué dans Fabelman, c'est la scène où, du coup, il filme un petit film de vacances avec ses amis, tout ça. Enfin, ses amis, et y compris dedans son bully, donc vraiment la personne qui le martyrise. Ses camarades, quoi, voilà. de classe. Et juste après, du coup, la personne qui le martyrisait un petit peu, qui dit mais comment t'as fait, tu m'as filmé comme un héros. C'est ça qui est surprenant, c'est que de le ridiculiser à l'écran. Il y en a un des deux, il y a deux qui le bully, un qui se fait complètement ridiculiser. Donc on voit le pouvoir du cinéma, il voit qu'avec quelques images il peut lui casser sa répute direct. Et l'autre par contre, alors qu'il devrait faire pareil, il le met en valeur. Et pourquoi? Parce que en fait, comme il est réalisateur, je fais bon, je l'aime pas ce gars, mais en fait ça me fait des bons plans, c'est un bon. Le film sera mieux si je le mets en valeur, il est capable de faire ça. Et effectivement l'autre le vit très mal. Et il dit un truc incroyable, il dit maintenant que tu as fait ça, je vais être obligé d'être à la hauteur du personnage que tu as créé, et je ne le suis pas. Être obligé d'être Superman, quoi, quelque part. C'est incroyable, c'est de penser, et puis évidemment, moi qui suis... Parfois le côté méta, le côté un peu petit malin, ça m'agace un peu, mais là, le moment où jeune Spielberg dit « Je te promets, je le dirai à personne, enfin, sauf si j'en fais un film un jour », j'ai vraiment trouvé ça cool. Oui, c'est magnifique. C'est très beau, c'est quand même du très très bon Spielberg, et effectivement, enfin, des gens qui disent un des pires films de la décennie, il y a quand même bien pire sorti, ne serait-ce que sa décennie. Ah oui, un des films pires. Ah oui. Non, mais je te dis, je pense qu'il y a pire. Hein. Il divise. On n'est jamais vraiment indifférent à Spielberg. Il y a des gens qui trouvent que c'est trop un petit malin, trop machin. Il y en a qui trouvent que c'est trop un petit malin, donc c'est trop bien. Plus les réalisateurs sont populaires, plus ils ont fait d'intro box-office, plus ils vont diviser. C'est pareil pour James Cameron. Et plus les films ou les créateurs s'ils sont moins connus, ils vont être moins polarisants. Bien sûr. Merci beaucoup à Wissam qui a envoyé quasiment 600 personnes ici. Merci beaucoup. On est avec Alex Pilote, donc du coup réalisateur d'un film qui sort prochainement. Et qu'il faut faire encore. Qu'il faut encore faire. On est en train de le financer là. Il y a le Ulule qui est épinglé et du coup qui a été notamment, d'ailleurs je ne suis pas présenté en plus au début, mais cofondateur de No Life. Oui. Une grosse chaîne avec Sébastien Ruchet qui a beaucoup aidé à effectivement mettre en avant l'animation japonaise. Et justement d'ailleurs après dans ton bingo, très belle transition pour grand impact personnel. Akira, alors on en parlait un petit peu au tout début, mais effectivement, Akira, alors moi aussi, je l'ai vu quand j'avais peut-être 14-15 ans, quelque chose du genre. Moi aussi, je me suis dit, waouh, on peut faire ça. C'est complètement révolutionnaire. On est en 88, mais qu'est-ce qu'on faisait en France en 88? Il y avait les films... de l'animation dans les années 80, c'était il y avait du René Laloux, mais c'est ça, Disney ils étaient en train de faire Basile, détective privé, tu vois. C'était juste avant leur renaissance en plus avec la petite sirène, tout ça, qui est quand même, ça reste des chefs-d'œuvre évidemment, mais c'est du Disney quoi. Et là à côté t'as. Et en France, l'animation était considérée par tout le monde. Globalement, c'était entendu que c'était un genre uniquement pour les enfants, et que faire, en gros, si tu faisais un dessin animé qui présentait de la violence,
comme c'est pour les enfants, c'est forcément mal, parce que tu ne faut pas le montrer aux enfants. Et qu'on leur dit, oui, mais c'est pas forcément destination d'un jeune public, ça percute pas, tu vois. Ouais, mais quand même, c'est pas bien de faire ça en dessin. Faut le faire en vrai. Attendez, tu vois, il y a des trucs qui étaient très compliqués à expliquer à l'époque. Akira, donc, moi, ma première rencontre avec Akira, c'est le journal du cinéma, avec Isabelle Giordano sur Canal+. Ils parlent de ce film, ils mettent la bande-annonce. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors je cherche à Nice, moi j'étais à Nice à l'époque, quel cinéma pourrait le passer, et je le trouve pas à ce moment-là. Donc je le rate au cinéma, mais en parlant avec des collègues au lycée, parce que j'étais au lycée, il y en a un qui me dit, mais moi je l'ai vu, il est passé au Rialto, bon il le passe plus maintenant, mais je suis allé le voir. Et il me dit, et j'ai enregistré le film, je fais quoi? Et il avait enregistré le film en cassette audio avec son Walkman. Ah ouais. Donc il m'a passé tout l'audio du film, et donc je suis allé à la Fnac. J'ai acheté les 2 premiers volumes d'Akira qui étaient sortis, il n'y en avait pas d'autres à l'époque, et je lisais les 2 BD d'Akira en écoutant l'audio du film, en essayant de faire le film dans ma tête. Enfin, et donc j'ai écouté l'audio en français, en VF, des tonnes de fois, donc je connais très très bien. La cassette ensuite est enfin sortie chez TF1 Vidéo, donc là c'est bon, j'ai pu découvrir le film, le poncer des tonnes de fois. Et ensuite il est passé sur Canal, j'ai enregistré la VO, j'ai enfin pu le voir en VO pour la première fois. Tu sais qu'en plus, Akira, c'est un des rares films japonais où il y a de lip sync. C'est-à-dire qu'il y a des O. Normalement, dans l'animation japonaise, il n'y a jamais de O. C'est-à-dire que la bouche fait ama, mais il n'y a pas de O. Mi-ouverte, mi-fermée, Et non, de O, en rond, quoi. Et dans Akira, ils les font, les O. Bon, bref. Et c'était synchronisé sur les voix. Donc, j'ai enfin pu le voir en VO. Je suis c'est quand même cool. Et donc, ce film me rendait complètement fou. Je pense que j'ai vu plus de 100 fois. Tu sais, quand on dit ce film j'ai vu 100 fois, en général c'est pas vrai. Oui, c'est un peu exagéré. mais là je pense que vraiment, parce que je regardais tous les soirs, et il est arrivé un moment où je comprenais plus le film, où je l'avais tellement vu que je ne le comprenais plus. Je me dis, qu'est-ce que je regarde? Et donc j'ai un peu arrêté de le regarder à ce moment-là, mais après je l'ai revu au cinéma plusieurs fois. Je le revois régulièrement dès qu'il y a une occasion, et je le connais vraiment très très très, très bien. Alors il n'est pas parfait. Il y a beaucoup de gens qui comparent à la BD, etc. J'allais te demander si tu préfères le manga ou la... Mais j'adore les deux, mais je peux pas dire que j'en préfère l'un ou l'autre, mais effectivement, il y a des trucs qui sont pas très clairs, des personnages qui sont pas très développés, par moments tu comprends pas trop où il veut en venir. Des bouts d'intrigue. Mais c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Mais c'est ouf, quoi. C'est animé à 24 images secondes tout le temps, mais animé d'une manière réaliste, avec les meilleurs des meilleurs des animateurs de l'époque. Avec une musique envoûtante, complètement folle. Bon, et avec des thématiques, moi, que j'avais jamais vues, quoi. Les films de gang que j'avais eu, de guerre de gang, c'était plutôt les Warriors ou les trucs comme ça. J'aurais pu le mettre, les Warriors. Et là, tu vois, il y a un gang futuriste de motards qui se fightait contre deux, donc à pleine vitesse, sur les routes, avec plein de gadgets, des trucs comme ça. Donc, la meilleure partie du film quand j'étais jeune. Après, j'adore tout le film, hein, mais au début, quand j'ai découvert le film, ma partie préférée, c'était la course-poursuite de moto, qui est un moment de bravoure complètement fou, quoi. Avec ce dérapage qui a été repris 50 fois partout, évidemment. Enfin, et puis même, effectivement, toute l'influence que ça a eu plus tard. Parce que je vois quelqu'un dans le chat qui disait moi, je l'ai vu, mais j'avoue que comme, en fait, j'ai déjà vu des films inspirés d'Akira plus tard, j'ai moins pris la claque, quoi. C'est toujours pareil, hein, faut imaginer à l'époque ce qu'on voyait autour, et ce que les Japonais faisaient, c'était complètement fou. Et donc... ce qui était nouveau aussi pour moi, c'est la manière dont étaient montrés les pouvoirs télékinésiques de Tetsuo. Donc, par exemple, il y a Kari, où il y a ce genre d'effets qui sont faits. Kari, j'adore, j'aurais pu le mettre aussi. La fin, il me donne des frissons toujours. Non, c'est Palma. Palma, pardon, je suis pas. Et donc, à un moment donné, tu sais, elle envoie des couteaux, tu sais, elle fait tourner un verre d'eau, enfin, elle fait plein de trucs. Et puis, évidemment, à la fin, elle dirige tout, elle fait une scène de meurtre avec les jets d'eau, le feu, etc., quoi. Et donc, pour faire ça, forcément, c'est des petites astuces, des petits effets spéciaux. Et là, dans Akira, on le voit dans la bande-annonce, quand il s'énerve, Tetsuo, on voit les murs qui se creusent. C'est impossible à faire. À l'époque, on n'avait jamais vu ça. C'était des images inédites, quoi. La manière dont il tord les objets, qu'il les détruit, qu'il les fait exploser, qu'il les fait bouger. Donc ça va être là. Regarde, tu vois, il s'énerve. Tu as vu comment ça creuse dans les murs. Tu vois, on voit l'énergie autour de lui qui est matérialisée par ces murs qui s'effondrent. On voit des petits détails, des petits bouts de détails, des bouts de murs où on se dit, mais en fait, l'animateur a dû repasser plusieurs fois certains moments. Et puis c'est l'idée, quoi. Magnifique, quoi. C'est l'idée. Tu vois, tu pourrais te dire, si, comme ça n'a jamais été fait, il y avait tout à faire, et on pourrait se dire, il va juste s'énerver, puis comme Dragon Ball, il va se mettre à briller, tu vois. Non, allez, ils se sont dit, il a tellement d'énergie en lui que ça éclate les trucs qui est autour de lui petit à petit. Et donc, tu vois ça, et il y en a tout le temps des trucs comme ça, sans arrêt, dans tout le film. Tu fais, putain, j'avais jamais vu ça, c'est ouf. Les coups ont l'air vraiment portés.
Quand il y a des chutes de personnages de moto, t'as vraiment l'impression qu'ils sont tout est réaliste, quoi. C'est pas du cartoon où ça a 7 ans, etc. Enfin, ça qui est fou, quoi. Moi, j'ai l'impression parfois, quand je regarde Akira, de voir des vraies personnes. Enfin, je me dis, mais... Ils ont une pesanteur, ils ont une réalité, la douleur, tu la ressens. Et donc, en plus de toute cette... On parlait de la technique, même le montage est dingue, le board est fou. Et au-delà de ça, c'est quand même un film qui raconte quand même quelque chose d'assez fascinant, hein, cette dérive de la société, ces politiciens qui font des expériences pour avoir une arme... c'est la jeunesse aussi, le portrait de la jeunesse qui est pas non plus caricatural. Vraiment, c'est tellement bien. Moi, j'ai envie de le revoir régulièrement et je sais qu'il repasse souvent en salle. À chaque fois, je le loupe malheureusement, mais il faut absolument que je le revoie en salle à un moment, quoi. Alors moi, je regrette vraiment d'avoir raté la ressortie 4K. Ouais. Pareil. Mais bon, je suis sûr qu'il y aura moyen. Oui, ça va ressortir. Est-ce que tu as vu Robo Et donc, pourquoi on parlait de plus grand impact pourquoi plus grand impact? Parce que ça a changé ma vie. Après avoir fait ce binge d'Akira pendant des mois, j'ai découvert qu'il y avait une boutique à Nice qui s'appelait Akira & Co. Forcément, avec un nom comme ça, je vais y aller. Là, j'ai découvert qu'on pouvait acheter les mangas d'Akira en japonais. Et j'ai découvert tous les autres mangas qui étaient disponibles que je connaissais pas. Donc, ça a été le début de la découverte de ce monde-là. Et de cette passion, j'ai découvert Animeland comme ça. Et je me suis lancé à corps perdu dans cette passion qui m'a poursuivi toute ma vie, quoi. Donc, ça a changé ma vie complètement. Parce que ça nous demande aussi... si t'as vu Robo Carnaval de Otomo également. Oui, c'est un film à sketch. Donc Otomo a fait le premier et le dernier, puis après c'est des sketchs avec d'autres personnes. J'ai découvert après Akira. Évidemment, quand j'ai vu le nom d'Otomo, je dois absolument voir ça. Et c'est pareil. Alors c'est inégal, il y en a qui sont plus ou moins bien dans les cours, mais il y en a qui sont complètement... Et c'est comme Memories aussi, où il a été dessus. Il a fait le manga notamment, dont est tiré le premier chapitre, Magnetic Rose, qui est le plus impressionnant. Qui est réalisé par Morimoto et bordé par Satoshi Kon, regretté Satoshi Kon. J'ai une préférence peut-être pour Memories plus que Robo Carnival, même si dans Robo Carnival, il y a quelques sketchs que je trouve vraiment excellents. Ceux d'Otomo, je les adore tous les deux, avec l'espèce justement de parade dans le désert qui détruit tout, là, que je trouve super. Et aussi celle avec une espèce de ville fantôme avec que des robots, et il y a un petit bonhomme qui est en scooter et qui s'enfuit. Celui-là, je trouve complet. Je crois que c'est Nakamura qui l'a fait. Un des animateurs d'Akira, qui est un génie, qui a fait Peter Pan, la série télé, qui a un style très reconnaissable, qui a fait aussi un film qui s'appelle L'Arbre de Palme, et qui est pile poil le style que j'aime, quoi. Côté réaliste, mais un peu plus too much, qui fait que c'est pas complètement réaliste, mais on y croit bien, quoi. Et ça nous demande avant de bouger si t'as déjà eu la chance de rencontrer Otomo, parce que c'est vrai que Otomo, Akira, il le fait, il a la trentaine, quoi. Donc il est encore en vie déjà, heureusement. Mais est-ce que t'as pu Non, j'ai jamais rencontré Otomo Katsuro. Mais est-ce que parfois il vaut mieux pas rencontrer ses idoles? Oui, parce que quand des gens tu les adores trop, tu peux ne que être déçu. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu peux Non, mais je dis ça, mais si un jour on me dit il y a une opportunité pour faire une interview d'Otomo, je serais très content de le faire. Je pense que t'as 10 000 questions à lui poser, quoi. C'est sûr. Meilleur film long, tu as mis Titanic. Ouais. Bon, alors ça va diviser ça aussi, parce qu'il y a plein de gens qui détestent ce film. En tout cas, quand il est sorti, c'était un peu comme Avatar aujourd'hui. C'était pas très respectable, quoi, d'aimer Titanic. Moi, je l'ai vu au cinéma. Déjà à l'époque, c'était pas très... Alors, je vais te dire le contexte. Donc, moi, je vais voir le film. Donc, c'est aux Champs-Élysées, j'étais étudiant. Le film me happe complètement. Et pourquoi je parle de film long? C'est parce que le film fait oublier sa durée. C'est-à-dire que quand l'iceberg arrive, je me dis... Et c'est vrai qu'il va couler le bateau. J'étais tellement dans l'histoire. Mais c'est vrai que c'est cette histoire de bateau qui coule, quoi. Quand l'eau monte dans les couloirs, avec mes pieds, je vais essayer de me pousser le sol. Physiquement, j'étais dans les lieux, quoi. Après, j'adore aussi James Cameron, tout ce qu'il fait. Et donc, quand je suis sorti de Titanic, j'en ai parlé à mes amis. Ah, vous avez vu, c'est incroyable. Et là, c'était un peu les colibés, les moqueries, parce qu'on était en pleine DiCaprio mania. Et c'était un peu comme si t'aimais Twilight, ou Justin Bieber, les gens, ils voyaient ça comme un truc, vraiment bas de gamme, un produit bas de gamme commercial. Mais avec le côté vraiment, comme... je sais pas comment expliquer. C'est pas du cinéma, c'est un produit pour les masses. DiCaprio, c'est une idole fabriquée, comme si t'aimais les boys bands. Tu vois, il y avait vraiment ce côté-là, très méprisant. Moi que j'ai ressenti à ce moment-là, et donc peut-être qu'avec le temps, maintenant il est un peu plus considéré comme un classique, j'imagine. Ça va. Mais surtout, moi, quand je me renseigne autour de Titanic, moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est que je vois qu'il est resté en salle 25 semaines.
et qu'il était pendant, je crois, 15 semaines dans le top 1, peu importe ce qui se passait, quoi. Et ça, je me dis, mais attends, mais pour l'époque, aujourd'hui, c'est impossible de faire ça, peu importe les films qui sortent, peu importe. L'année dernière, le gros succès, c'était un petit truc en plus, des trucs du genre, mais c'est impossible de refaire ça, quoi. Et ça a fait, je crois, 25 millions d'entrées. 25 millions d'entrées, c'est quasiment. Et donc, ça, c'est forcément suspect. C'est-à-dire que quelque chose qui a trop de succès, c'est forcément mauvais. Oui, voilà, mais du coup, effectivement, c'est ultra impressionnant. Et effectivement, il a répliqué avec Avatar, puis Avatar 2, qui ont été aussi des grands succès. Mais si c'était pas un bon film, bah là, tu te dirais, ouais, bon, bah ok, c'est effectivement qui est fait pour marcher. Mais c'est un bon film. Enfin, il est bien joué, il est hyper bien filmé, il est bien écrit. Les effets spéciaux sont dingues. Enfin, c'est incroyable quand même en termes de tout ce qu'il fait. Je sais qu'il y a une ressortie en 3D et de ce qu'on m'a dit, la 3D était très très bien faite. Ah ouais, vraiment, ça m'étonne pas de lui. Même si c'est de la post-conversion, tout ça. Mais c'est après coup. Ouais, et puis ça reste, malgré tout, quand on voit un film comme ça, qui est un énorme blockbuster, on sent quand même que c'est bizarre, mais on dirait qu'il arrive à placer. C'est assez personnel, en fait, comme film. C'est un grand film d'auteur, en fait. Ouais, c'est un blockbuster d'auteur. Moi, je sais qu'on utilise beaucoup ce terme-là pour James Cameron et pour Spielberg aussi, qui fait beaucoup des blockbusters d'auteur, vraiment. Mais effectivement, c'est très étrange d'arriver à faire un truc assez personnel avec des 200 millions. Je sais pas combien ça coûtait. Ouais, on se demande comment il fait. Et c'est le film, en plus, où il a commencé à être le propre monteur de ses films. Visiblement, il a vu Robert Rodriguez qui montait ses propres films et il a fait « c'est trop bien, je vais faire pareil ». Il s'est installé un navire dans sa cave et pendant 6 mois, il a monté son Titanic tout seul. Et c'est Robert Rodriguez qui raconte ça. Et il dit « oui, mais quand il m'a dit ça, moi, j'ai pas osé lui dire que c'est juste que j'avais pas les moyens pour payer une équipe de montage. Je faisais tout seul. » Et il a fait « oui, bien sûr, je suis réalisateur total, j'ai fait tout moi-même. » Alors qu'en fait, c'est juste qu'il avait pas les moyens. Mais il était aussi, Robert Rodriguez était capable de le faire. Il avait les compétences pour le faire. Et évidemment, James Cameron, un ingénieur qu'il est, il s'est dit si pas de raison que je fasse pas moi-même, ce sera plus simple. Il a monté Titanic tout seul. Bien sûr. Merci beaucoup à Emeric qui a pris un sub sur la chaîne. Merci beaucoup Emeric, j'espère que tu vas bien. Écoute, on peut passer du coup à la suite. Alors, tu aimes mais tout le monde trash, hein. Oui, après tout le monde. C'est difficile de savoir si tout le monde. Oui, parce que moi je ne connais pas. En tout cas, quand j'en parle, les gens me disent mais c'est quoi ce nanar? Parce que c'est vrai que moi je vois juste l'affiche de 4 cartes. Ça donne vachement envie. D'avenir, je me dis. Bah, ça a l'air d'être une petite comédie sympa. Et en plus, il y a Patrick Sébastien dedans. Alors, il a tout pour être détesté. Ça a l'air incroyable. Qu'est-ce que c'est du coup que 4 garçons plein d'avenir? Alors, c'est un teen movie français avec des super dialogues. L'histoire, c'est un étudiant, je sais plus, en droit, qui rate pour la 5e fois à journée. Il rate pour la 5e fois son examen et ses potes lui disent on va te consoler, on va faire une virée ce soir, on va s'éclater et ils finissent par dégommer la bagnole de ses parents, je sais plus quoi. Et là ils disent, et le mec il craque, il fait j'ai tout raté, j'ai raté ma fac, j'ai pété la bagnole, enfin j'ai plus rien, ma vie est foutue. Et ses copains fait attends, on va t'aider, et ils décident de faire un casse, ça devient un film de casse comme s'il avait cassé une banque, mais pour aller à l'université, pour changer sa note, pour lui donner son examen. Ah, c'est malin ça. Voilà. Et donc c'est super bien écrit, c'est hyper drôle, c'est pas le mec qui joue Tanguy, lui, le film de Châtillez. Oui. C'est pas le meilleur film du monde, mais franchement, il est fait avec soin. Chaque plan est plutôt bien fichu, et surtout les dialogues. J'avais entendu une interview du réalisateur dont le nom m'échappe, qui disait qu'il était très sensible à la musicalité de l'argot, et de l'argot qui évolue à travers les âges. Et pour le film, il avait noté beaucoup d'argot, parce que lui, il n'est pas de la génération des personnages, il a 20 ans de plus, donc il a écouté l'argot de son époque, donc c'est les années 90. Ah, il y a Thierry Lhermitte aussi, oublié. Et donc, voilà, il y a plein d'expressions vraiment d'époque à l'intérieur du film. Mais c'est surtout que j'ai l'impression que cette vague de films pour les jeunes, entre guillemets, des années 90, ça existe plus trop, j'ai l'impression, même dans le cinéma français. De faire des films vraiment avec des jeunes. Alors, à l'époque, peut-être que les jeunes, enfin, moi, ce que je vois, j'ai l'impression que c'est des gens. Voilà, il se casse la gueule avec sa bagnole. Ouais. En plus, il y a de l'action. Oui, et le personnage de Patrick Sébastien est excellent. Il joue le gardien de la fac. Il est. Ah merde, je spoil là, en disant ça. Bon, j'arrête, découvrez-le vous-même. Il joue très bien. Ça nous dit que dans le film, apparemment, il y a une scène de hacking Excel d'une rare violence. Il changeait de note dans un tableau. Ah bah oui, super, c'est vraiment le summum du hacking. Ouais. Mais ouais, non mais... Mais ça suffisait à cette époque-là. Non mais c'est vrai, mais c'est vrai que
c'était sympa, j'ai l'impression, les comédies dans les années 90 en France. Voilà, alors je sais pas si c'est un film unanimement détesté, mais oui. Il a un peu une image de nanar. Je pense qu'il a un peu plus que ça, voilà. Ok, ça donne envie de le voir, comme ça nous dit dans le chat, tout à fait. Tu hais, mais tout le monde aime. Mais là aussi, c'est un peu fort. Je hais pas Harry Potter, mais franchement, j'aime pas trop. Et j'ai bien aimé les livres. Ok, c'est sympa, et j'ai pris un... Voilà, j'étais content de suivre ses aventures. Mais surtout les deux premiers, surtout le deuxième. Le deuxième, il est... Quel nanar. Il est même pas sympathique, quoi. Hein, ouais. Autant, moi je trouve, du coup j'ai rattrapé ça très tard, les Harry Potter, en une soirée avec des amis, tout ça. Et je sais que le deuxième, j'ai trouvé ça très mauvais. Le reste, ça allait, mais... Et puis, pour moi, ces films, ils sont pas sincères. Tu vois, là, je vois la grosse machine, je vois le truc. Il faut faire comme ça, comme ça. Et ayant lu les livres avant, je ne peux pas m'empêcher de trouver ça un peu ridicule quand on demande aux pauvres comédiens d'avoir l'air cool avec leurs baguettes. Alors ils font genre, ils sortent l'énergie d'eux-mêmes, c'est comme s'ils faisaient un Kamehameha. Oui. Tiens, prends ça. Et je me dis, mais non, mais je te force pas. Je trouve que la magie, la manière dont la magie était, par exemple, dans le Seigneur des Anneaux, était mieux représentée. La manière dont les magiciens faisaient leurs sorts. Et là, c'est vraiment... On leur demande de faire des Sangoku, tu vois. Ouais. Tiens, prends ça. D'avoir l'air cool alors que c'est pas censé avoir l'air cool, quoi, non plus. Ouais. Bon, je trouve que c'est pas une série de films que je trouve. Et parce que t'as tout vu. Alors, très tard, j'ai vu la fin dans l'avion, tu vois. Bon, j'étais pas non plus dans le meilleure disposition et pas dans le bon mood, c'est-à-dire que j'avais déjà un a priori négatif sur les films. Donc voilà, bon, mais par contre, je sais que c'est très important pour plein de gens, c'est leur jeunesse. Et moi, j'étais vieux aussi, il faut voir. Oui, c'est sûr. Quand c'est sorti, j'avais déjà au moins 30 ans. Donc... Ça, moi, je sais que j'étais un peu trop jeune, entre guillemets, pour suivre les bouquins. J'ai suivi un petit peu les films, mais genre, j'ai regardé le premier, et après, ça m'a pas intéressé plus que ça. Mais c'est sûr que quand on a grandi, je pense, avec ça, qu'on avait à peu près le même âge que les protagonistes, ça doit être effectivement très percutant, quoi. Je pense que c'est pour ça que ça marche très bien. Oui, exactement, comme tu dis, chaque film sort et ils grandissent comme le public. Donc ça devait être, l'identification devait être super. Et puis, quand on est petit, peut-être ça fait rêver, un collège avec plein de trucs magiques partout. Quand t'as 30 ans, t'en fiches un peu. Donc voilà. Moi, j'avais qu'une seule envie, c'était de ne pas aller à l'école. Donc on me dit, là, il y a un truc, il y a une école dedans. Je me dis, bah non, je vais pas regarder ça. Mais oui. Mais c'est pas non plus, enfin tu vois, c'est qui tu es, mais fallait bien trouver un film. J'ai pas de haine particulière. Hein, je trouve pas ça. Sous-côté, alors je ne sais pas si c'est celui-là ou si c'est celui de Roger Corman. Ok. Ouais, c'est celui-là. En plus je l'ai vu récemment, La Petite Boutique des Horreurs. Je l'ai vu c'est le seul film que j'ai vu en 70 mm parce qu'il était projeté à la Cinémathèque en 70 mm. J'ai arrêté ça. En fait, à la base je voulais voir, il y avait des Kurosawa, il y avait des films vraiment plus t'as bien fait. magnifiques. mais tout le monde fonçait dessus et donc moi j'ai eu un peu entre guillemets la T'allais voir le film sous-côté. Voilà, j'ai vu le film sous-côté, j'ai adoré aussi. Et t'as vu, c'est du vrai cinéma. Ah oui. Chaque plan, chaque raccord, tout est hyper bien pensé. Évidemment, c'est avant les images de synthèse, donc chaque fois qu'on voit la plante, c'est une marionnette. Oui. Et une marionnette de 3 mètres de haut. Hein. Oui, c'est pas petit en fait, c'est vraiment... Et avec des super personnages. C'est Frank Oz qui fait ça, choralisateur de Dark Crystal, c'est la voix de Yoda aussi. C'est celui qui opérait la marionnette. Oui, c'est le marionnettiste de Yoda, et il vient du Muppet Show, je crois. Ouais. Bon, bref, le film est génial. Rick Moranis, c'est son meilleur rôle ever. Les chansons sont folles. Je confonds peut-être, mais il n'y a pas Mel Brooks qui est impliqué aussi. Ah, mais je sais pas. Peut-être pas. Non, mais peut-être pas. Peut-être c'est moi qui. Mais regarde comment elle bouge, regarde la vitesse, regarde les lèvres. Comment on fait, quoi? Comment ils font? Alors, je crois qu'il y a des plans où ils l'ont accéléré après coup. Ils demandaient à Rick Moranis de jouer plus lentement, et après ils accélèrent de x2 pour qu'elle ait l'air plus vivace, quoi, la plante. Moi surtout, ce que j'ai adoré, c'était évidemment les chansons, parce que du coup, je l'ai vu en VO à la Cinémathèque, et en fait, là où c'est brillant, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est que c'est Ashman et je sais plus qui en fait sont les compositeurs des musiques de Disney. Donc, pour ceux qui aiment les musiques de Disney, qui effectivement rentrent très et là bien c'est dans plus la tête. bluesy, c'est plus voilà, là c'est plus jazz, c'est plus vraiment, c'est une autre ambiance, hein, vraiment. Mais le dentiste. Ouais. Ah oui, toute la scène du dentiste avec Steve Martin avec les cheveux noirs. Exactement, qui joue un biker. C'est le concept du personnage, c'est que c'est un sadique, qui était un affreux gamin qui tuait des chats et tout. Et sa mère lui a dit, puisque t'aimes faire le mal, sois dentiste. Voilà, deviens dentiste et ce sera la carrière parfaite. Donc c'est un dentiste sadique
qui prend du plaisir à arracher des dents. Et c'est un peu comme ça qu'on aime voir nos dentistes. Oui, bien sûr. Et il y a une scène aussi avec, comment il s'appelle, Bill Murray qui joue un client maso. Et donc, du coup, c'est pas drôle pour le dentiste si le client il est content qu'on lui arrache les dents. Oui. Putain, c'est tellement drôle. Ça reste un film très drôle, très drôle, très bien fait, et avec un Rick Moranis qui est toujours, comme toujours dans tous ses rôles, comme toujours Rick Moranis qui reste ultra attachant, on a envie de le prendre dans ses bras. On a envie de le consoler, hein. Vraiment. Vraiment. Surtout que là, c'est comment dire, il a pas été gâté par la vie, quoi. Dès le début, il dit oui, je suis un orphelin, je vis dans une cave. Et je suis traité comme un chien par mon patron, mais je le mérite. Oui. Il a aucune, il se sous-estime beaucoup, quoi. Il a aucune, comment dire, il a aucune estime de soi, là, aucune confiance en lui. Et tu sais qu'il y a 2 fins dans ce film, donc toi tu as vu la fin cinéma. Et la première fin qui correspondait à la pièce de théâtre, parce que c'est une pièce de Broadway à la base, qui a été tournée, n'a pas été acceptée par les studios. Et donc, dans les commentaires audio, Francoz, il dit « Moi, je préférais la première fin, mais je comprends pourquoi ils l'ont fait, et j'ai pas d'amertume. » Alors, est-ce qu'il avait un flingue sur la tempe en me disant ça ? Je sais pas. Il dit qu'il a pas d'amertume et que la nouvelle fin, en fait, est logique par rapport au fait que les personnages, les gens ont envie de les voir gagner, quoi. Mais en réalité, dans la deuxième fin, qui est disponible en bonus, les personnages, ils se font tous bouffer par la plante, et la plante, elle investit toute la Terre. Et donc, ça devient un film de monstre à la Godzilla, avec des plantes géantes qui grimpent sur la Statue de la Liberté, qui bouffent des hélicoptères. S'ils ont tourné ça, alors que ça doit coûter bon. C'était longtemps, je crois, la scène coupée la plus chère de l'histoire de Hollywood. C'est incroyable, la scène. Et le plan final, et je regretterais toujours de ne pas l'avoir vu au cinéma, c'est les crédits qui commencent, et tu as une plante qui sort de l'écran, mais en déchirant l'écran. Et je pense qu'au cinéma, ça doit faire un effet, quoi. Comme la légende autour de l'arrivée d'un train à La Ciotat, le premier film. C'est ça. Où les gens pensaient ça. J'aurais bien aimé le découvrir au cinéma, je crois, dans sa version originale. Ah oui, clairement, ça devait être quelque chose. Enfin quelqu'un qui dit que SOS Fantôme c'est surcoté. Merci à toi. Je suis désolé pour ceux qui adorent SOS Fantôme. Encore une fois, j'aime bien SOS Fantôme, mais c'est fait partie de tous ces films des années 80. Il y en a beaucoup qui sont excellents, et pour moi, il n'est pas excellent, ce film. Il a une super musique, les idées sont géniales, les accessoires sont super, il y a plein de phrases cultes, là, faut pas croiser les effluves. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont traduit les effluves, parce qu'une effluve en français, c'est un dégagement d'odeur. Hein, et alors que là, c'est un rayon, quoi. Je pense que c'est le flux. Et c'est ça, c'est flux. Il devait avoir un manque au niveau de la synchro, peut-être un truc. Ça doit être un truc de synchro. Quelque chose comme ça. Parce que sinon, il faudrait dire faut pas croiser les rayons. Oui, voilà. En gros, c'est ça. Ou les flux, juste. Ou les flux. Voilà. Mais. Et donc, il y a plein de trucs qui sont cool, mais moi, en le voyant, en le revoyant aujourd'hui, c'est pas du tout un de mes films préférés. Les effets spéciaux, il y en a pas mal qui sont pas terribles. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent le Bibendum Chamallow, le Marshmallow, machin. Moi, je trouve pas que c'est un personnage génial. Sympa. En fait, moi, c'est vrai que SOS Fantôme, j'ai découvert tard, et je me suis dit, c'est sympa. Après, de là à en faire tout un camembert, avoir beaucoup de gens, à l'époque c'était des trentenaires, aujourd'hui c'est plus des quarantenaires qui sont ultra fans, je me dis, ça va, mais j'ai un peu la même impression devant Predator, c'est de me dire, c'est sympa. Le 1 ? Ouais, je m'amuse. Moi j'adore. Moi je m'amuse bien devant Predator, je m'amuse bien, mais je me dis, oui, c'est sympa, quoi. Et puis Bill Murray, il joue un bully, il fait chier tout le monde, c'est un personnage très antipathique. Hein. Ouais. Alors, ça, à la limite, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est justement d'avoir des personnalités différentes. Ernie Hudson qui arrive à la mais fin le film te dit, regarde, c'est un connard, mais regarde comme il est cool et comme il est drôle. Moi, ça me fait pas rire qu'il emmerde tout le monde. Tu vois, je fais putain, il m'énerve, quoi. Parce que c'est tant que ça une belle morale, finalement. En plus, ça m'agace que le film me dise, regarde, c'est un modèle, quoi. Ouais. J'aime pas trop. Non, mais oui. Après, ça reste quand même bon univers. Il y a Rick Moranis, c'est Sigourney Weaver. Ouais. Moi, je reste quand même attaché à l'univers, à tout ce côté Gozer, etc. Et je sais même que j'ai bien aimé, en plus, quasiment autant il y a eu une sorte de Legacy sequel récemment avec du coup le fils, en plus du réalisateur original, dont j'ai oublié le nom, qui alors j'ai pas vu, revient, mais qui est pas mal, quoi, qui est vraiment sympa. Mais voilà, pour moi, je me dis, l'original est bien. Est-ce que c'est un grand classique du cinéma Je préfère Gremlins, c'est à peu près la même époque, il y a des petits monstres. Qui est bien mieux fait par Joe Dante. Enfin... Non mais après voilà, j'aime bien. Bref. Non mais demain on me dit regarde SOS Fantôme, je vais pas dire non jamais de la vie. Voilà, c'est ça. Mais ça va, quoi.
Pourquoi j'aime ça, Guy, c'est celui-là. Alors, j'ai pris ça au pied de la lettre. Pourquoi j'aime ça? C'est un film. On se demande pourquoi on aime ça. C'est ça. Alors, c'est pas du tout mon genre de film. Je suis pas du tout amateur donc du comédien principal qui est connu, Alex Lutz, voilà, Alex Lutz, qui est connu. C'est pas a priori, j'étais pas destiné à aimer ce film, mais ça m'a scotché. Et alors, faut dire, je suis assez fan de pop kitsch française. J'aime bien la radio Bidé Musique, les trucs comme ça. Oui. Et donc, là, il a créé un personnage, donc il joue un vieux. Il s'est maquillé en vieux. Il le joue incroyablement bien. Il n'y a pas un instant où on se dit, ah ouais, on voit que c'est quelqu'un de maquillé. Et qui est donc une vieille star de la pop française des années 80-70. Et Guy Jamais, voilà, ils ont refait les couvertures d'époque. Et voilà, je trouve que la reconstitution des trucs d'époque est irrésistible. Les chansons, on y croit vraiment. En plus, il refait des remixes avec des stars d'aujourd'hui, tu sais, comme ça se fait un peu. Si on prend des nouvelles stars montantes de la chanson qui font un album en duo avec une vieille star, quoi. Donc ils font ça dedans. Et le principe, c'est que c'est pas mal l'idée. C'est un documentariste qui prend le prétexte de faire un documentaire sur ce gars-là, ce Guy. Mais en réalité, on se rend compte qu'il pense qu'il est son fils, qu'il est son fils caché, et pendant le documentaire, il essaie de lui poser des questions, de savoir si oui ou non ils sont de la même famille, quoi. Mais effectivement, c'est très touchant. En plus, comme film, moi je l'avais vu à peu près quand il sortait, je me disais putain, mais c'est vrai, c'est très très touchant quoi, comme film. Il y a vraiment dans l'interprétation, dans le côté très has-been entre guillemets, où on sait pas exactement si on est censé s'attacher à ce personnage-là. Donc il est con, hein. Oui, il est insupportable s'il fait le boomer à fond. Oui, clairement. Mais il y a une sorte il y a un côté très crépusculaire, j'ai l'impression, dans le film, où on sent que c'est les derniers instants d'un grand monsieur, quoi. Ouais, mais je pense qu'il s'est inspiré un peu de des interviews genre Sardou et tout. Qui dit plein de conneries. Il s'est dit je vais refaire un peu ça, mais en donnant de l'humanité, tu sais, au personnage. Et les parodies des morceaux d'époque sont vraiment réussies, quoi. Et ça reste drôle en plus, hein. Ça reste quand même un humoriste. Il y a des scènes très drôles dedans. Des belles vannes sur la vieillesse en plus, justement. Vraiment, c'est très très chouette comme film. Et effectivement, c'est une belle surprise aussi de se dire mais pourquoi ce film-là particulièrement, quoi. Mais c'est très très bien fait. Musique magnifique, on revient à Sergio Leone avec Il était une fois la Révolution. Plein de films qui ont des belles musiques, hein, donc c'est difficile. Et là, Ennio Morricone, c'est pas non plus un choix compliqué. Oui, voilà, désolé, très classique. Mais bon, j'ai tellement écouté cette BO, j'ai le disque que j'écoute souvent, c'est une BO qui me meut toujours autant. Elle a été saccagée, cette pauvre BO, par une pub française, ça t'as pas connu, quoi. Mais dans les années 80, ils avaient fait une pub pour un fromage qui s'appelait Chaume. C'est Chaume comme les chaumes des blés, tu vois. Et dans la BO de Il était une fois la Révolution, comme le personnage s'appelle Sean, S-H-A-A-W-N, et ben il y a un chœur féminin qui fait Sean, Sean, Sean. Et ils ont refait en français ça, et ça fait chaume, 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 avec un fromage, quoi. Et du coup, c'est un peu comme la BO du Professionnel qui est saccagée par Royal Canin, tu penses à un chien qui court, tu vois, quand tu entends la musique. Ben, c'est pareil. Heureusement, la musique est tellement bien qu'elle survit à cet outrage, cet outrage publicitaire. Et bon, il y a le thème principal qui est fabuleux. Et puis, bon, ça m'évoque aussi le film, qui est un film très, très touchant quand même, bon, avec le côté spectaculaire de Sergio Leone. Et des personnages vraiment incroyables, quoi. Évidemment. C'est toujours aussi bien réalisé. Évidemment. Enfin, moi, je sais que c'est peut-être dans les Il était une fois entre guillemets de Sergio Leone, c'est pas mon préféré, parce que deux autres qui sont quand même. Mais ils sont tous incroyables. Sacrés chefs-d'œuvre, mais ça reste quand même magnifique, quoi. Si celui-là, c'est le pire des trois, et qui est quand même vraiment super bien. Imaginez le niveau des deux autres aussi, quoi. Évidemment, qui sont bien différents, bien sûr. Cette photographie, du coup, c'est Three O'Clock High. Ouais, alors que je ne connais pas. Donc, là, en fait, quand j'ai vu cette photographie, alors je sais plus pourquoi, oui, je regardais d'autres émissions sur ta chaîne, et il y avait le bingo, mais en anglais. Et c'est écrit That Cinématographie. Alors, je me suis permis de choisir un film qui n'a pas forcément une photo incroyable, mais qui a une cinématographie, c'est-à-dire des mouvements de caméra et des appareils de caméra qui sont très réussis. Donc, le directeur photo, c'est Barry Sommerfield. Et le réalisateur, je suis désolé, son nom m'échappe, mais j'ai écouté les bonus DVD. Il a une carrière, finalement, c'est très triste ce qui lui arrive. Il a fait ce film. Toute la profession a dit son film est incroyable, mais il n'a jamais bossé après parce que ça fait un bide. Et donc, file-le à nous. Voilà. Ouais, effectivement, c'est
petite carrière où il a essayé un petit peu de continuer. Ah, il a quand même bossé après. Au moins, en écoutant les bonus, pas beaucoup. Documentaire, ou des petits films comme ça, mais effectivement qui n'ont pas l'air d'avoir beaucoup vécu. Quoi. Donc alors, l'histoire, géniale. Donc le personnage principal qui est joué par un des 3 méchants, c'est un des 3 copains de Biff Tannen dans Retour au futur. C'est celui qui a les lunettes 3D là. Oui. Il s'appelle 3D dans Back to the Future. Donc il joue ce petit étudiant là, gringalet. Et il se met à dos la brute du lycée, là, donc le classique du bully américain, qui lui dit « Toi, je te casse la gueule à la sortie. » Et à la sortie, là-bas, chez eux, ils sortent à 3h. Oui. On a la chance, on sort plus tard chez nous. Et donc, il va passer tout le film à chercher une solution. Enlève ça, c'est le spoil, c'est la fin du film, en fait. Excuse-moi, plutôt le trailer. Ouais, vaut mieux mettre le trailer. Et donc, il passe tout son temps dans le film à trouver une solution pour essayer d'éviter de se faire casser la gueule. Et la mise en scène, les plans, les mouvements, tu vois, tac, chaque plan est ciselé, hyper bien fait. Les créateurs de Parker Lewis expliquent que c'est leur influence principale. On cite souvent Ferris Bueller comme l'influence de Parker Lewis. Les John Hughes. Voilà, les John Hughes, mais d'après les créateurs Parker Lewis, leur influence, c'est pour tous les trucs, genre les mouvements de caméra, les portes qui claquent et qui se pètent, les trucs comme ça. Ce serait plutôt ce film, peut-être les deux d'ailleurs. Oui. Ça m'étonne pas parce qu'effectivement, ça a l'air très droit et carré dans tout ce qu'il essaye de faire ici. Du coup, c'est 3 heures l'heure du crime, c'est ça, je crois, en français. Ouais, et 3 o'clock high, donc le collège des 3 heures. Mais effectivement, ça a l'air très bien fait. Il fait même un peu peur le film. En fait, on s'y attend pas, mais il y a des moments où on se dit mais putain, comment il va s'en sortir. Il a l'air effectivement de assez terrifiant. Là, il y a une espèce de domino et on voit pas le plan en entier, mais toutes les étagères de livres se cassent la gueule les unes derrière les autres. Parce que le bully a cassé la gueule du mec que Jerry avait engagé pour lui sauver la mise. Et à la fin, la dernière étagère se casse la gueule. Et derrière, il y a Jerry comme ça, enfin le personnage principal, qui est complètement hébété et qui se retrouve face à face à son ennemi juré. Et ce plan, il est irrésistible. Je me souviens, il y a une scène très similaire dans La Momie, où pareil, il y a des étagères qui tombent, etc. Et je crois qu'il y avait... parce que c'est très dur à faire, en fait, ce genre de scène-là. Ouais, surtout à l'époque où c'était tout à la main. Déjà, et c'est surtout qu'il me semble que sur La Momie, c'était un truc comme il fallait 3 heures pour tout remettre en place. Si jamais il fallait refaire la scène, donc on devait la faire qu'une seule fois. Donc, je crois, dans les bonus, ils disent qu'ils n'ont fait qu'une fois. J'espère pour eux, parce qu'effectivement, c'est pas possible. Mais tu vois, rien que le premier plan, il y a la caméra qui tourne pendant qu'il se réveille. Ça, et puis après, il y a le réveil lui-même qui tourne. Hop. Ça, je trouve que ça évoque bien ce qu'on se ressent quand on se réveille, en fait. Et plan d'après, t'as vu, il appuie sur le réveil et les deux aiguilles se cassent la gueule. C'est plein de petits détails comme ça, sans arrêt. Et c'est un régal. Quand on aime le cinéma, on peut vraiment, même si le sujet du film il est un peu concret, c'est tellement bien fait, c'est tellement fait avec amour qu'on peut pas ne pas aimer, je trouve. Et puis, alors, sans même voir le film, mais niveau photographie, évidemment aussi, je me dis, waouh, alors là, c'est le proviseur. Alors tu vois, il a des animaux empaillés derrière lui, il est éclairé comme ça, et c'est aussi une inspiration pour Mousseau, le proviseur de Parker Lewis, qui est censé être un tyran, tu vois. Et là, c'est pareil, le proviseur, il est hyper effrayant. Ouais, mais même parce que du coup, si c'est Barryson and Finn, c'est aussi le réal de Men in Black. Men in Black, Voilà, et c'était avant sa carrière de réalisateur. Lui, il a réussi, il a eu une belle carrière. En même temps, il a été, je crois, Tekos pendant très très longtemps, Barryson and Finn, il me semble. Donc oui. Quand ça va mal, je regarde ça, Midnight Run, que je ne connais pas. Ah bah, si un jour ça va mal, je te conseille de regarder Midnight Run. Je pense que c'est un film... avec De Niro en plus, wow. Ouais, avec des musiques de Danny Elfman, réalisé par Martin Brest, qui a réalisé le film de Beverly Hills. Donc on est en 88. L'histoire, c'est De Niro qui joue un chasseur de primes. En fait, en gros, c'est pas vraiment un chasseur de primes, mais il va chercher des criminels qui ont payé leur caution, mais qui se sont sauvés. Et il les ramène et on le paye pour ça. Et donc, on lui demande d'aller récupérer un gars qui s'appelle le Duc. Et en gros, c'est pas vraiment un méchant, puisqu'il a réussi à voler une énorme somme d'argent à un baron de la drogue. C'était le comptable du baron de la drogue. Quand il s'est rendu compte qu'il travaillait pour la pègre, il a volé de l'argent et il s'est enfui. Et donc il va récupérer ce gars-là. Et ce gars-là, c'est un incorrigible bavard. Ils vont traverser, c'est un buddy movie. Ils traversent les États-Unis. Ils se détestent au début. Petit à petit, ils vont commencer à s'apprécier. Et donc ils vont vivre ces aventures poursuivis par la police, par la mafia, bon. Pareil, ce film, il est vraiment très satisfaisant, très drôle.
Je sais pas comment expliquer. C'est tellement bien fait et tellement charmant. Il a du cœur. C'est un film qui a vraiment du cœur. Et on parlera évidemment pas du dénouement, mais une fois que le film est fini, on reprend foi en l'humanité. Bah, souvent, les buddy movies, on reprend foi en l'humanité. Voilà, souvent. Souvent, il y a une sorte de grande sympathie derrière les buddy movies qu'on retrouve dans très peu d'autres genres quoi, du cinéma. Quoi. Royal Canin, c'était une humorique. Oui, on en parlait. Quand on entend la musique de Royal Canin, qui est la musique du professionnel, on sait, je regarde juste, je le mets un petit peu pour... Et en plus, elle a été parodiée par Alain Chabat qui a fait Royal Rabbin, c'est où il court dans un champ, donc cette musique est ultra toignée. Mais oui, effectivement, les pubs de l'époque avaient un savant mélange pour mettre des musiques que tout le monde connaissait et que pour vraiment Enfin, moi, je sais que aussi, je regarde plus trop, comme je regarde pas la télé et que j'ai des bloqueurs sur Internet. En fait, le seul moment où je vois des publicités, c'est au cinéma. Et des fois, j'en ai marre de certains morceaux qui ne vont que passer et qu'au bout de 3 films dans la journée à regarder, enfin, je me dis non, mais ça, j'en ai marre de cette musique-là, quoi. Effectivement. Et oui. Protagoniste préféré, alors là il y a rien, mais c'est parce qu'en fait tu me l'as dit un peu plus tard, c'est du coup bon, alors j'ai pris Indiana Jones, hein, c'est pas très original, hein, mais tu as raison. Bah voilà, personnage, hein, on peut pas faire mieux, hein. Moi c'est toujours ce que je pense devant Indiana Jones, c'est de me dire, c'est d'imaginer l'univers parallèle où il avait réussi à avoir l'acteur de Magnum. Oui, Tom Selleck. Ouais, t'as vu, ils ont fait du deepfake, on peut voir certaines scènes avec Tom Selleck, et ça l'aurait fait aussi, hein, je pense. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que ça aurait fait, quoi, sachant que au départ il voulait pas Harrison Ford parce qu'il disait mais c'est déjà Han Solo, c'est déjà d'autres rôles, c'est bon, je vais pas le reprendre non plus. Mais il est parfait. Qu'est-ce qui peut être plus iconique que ça, quoi. Et puis Harrison Ford, il a un don, il joue particulièrement bien la douleur. Je sais pas si tu te souviens quand il se fait casser les doigts dans Blade Runner, mais t'as mal pour lui, vraiment. Dans le 2 aussi, quand il y a des... oui, quand il est complètement drogué et tout. Et dans le premier, tu sais, à un moment, il se prend une balle dans l'épaule, et il le joue tellement bien. Enfin, tu sens le... Et en même temps, ça reste un petit peu cartoon, mais en même temps, quand même, on est proche du personnage aussi. Et c'est... il porte vraiment tellement, parce que, évidemment, Spielberg, c'est un génie, il arrive super bien à gérer le blocking de ces scènes, bien sûr, les jeux d'ombre, les jeux de lumière, etc. Ça, ok, mais je trouve que s'il n'y avait pas effectivement Harrison Ford, ça ne serait pas aussi haut, quoi, les Indiana Jones. Bah oui. Et est-ce que tu as aimé les suites après le 3e? Bah, moi j'aime bien beaucoup le 2 et le 3. Même le 3, je vois, quand je lis des avis, c'est souvent on regarde sur internet ce que les gens en pensent. Le 3, visiblement, il n'est pas trop aimé. Alors, moi j'adore la relation avec Sean Connery. Le 2, j'ai l'impression qu'il n'est pas trop aimé parce que les gens trouvent... Mais je pense qu'il y a des teams, tu vois. Il y en a qui préfèrent le 2 parce qu'il fait très film d'horreur. Le 2 qui préfère le 3. Enfin, je crois que le 1, il fait l'unanimité. Après, il y a le 4. Bon. Et puis le 5. moi, de ce qu'on m'a dit, le jeu sorti il y a 1 an, là, on m'a dit qu'il était très très bien. Comme le Fate of Atlantis qui était très bien à l'époque. Il paraît que c'est la vraie suite qu'on aurait aimé avoir, quoi. Mais après, je sais pas. On pourrait être tenté de dire c'est dommage, ils auraient peut-être mieux fait pas le faire, mais on peut pas savoir tant qu'ils l'ont pas fait. Ça peut être bien aussi, donc. Oui, c'est vrai. Voilà. Et le 4, plus le temps passe, plus les gens l'apprécient. Je sais que quand il sortait, notamment il y avait une parodie dans South Park où ça disait ils nous ont chié dessus, etc. Reste que moi, c'est vrai que je l'ai regardé tard, je me dis c'est bizarre, quoi. Mais le 5, je sais que j'ai passé un très très mauvais moment. Et puis pareil, peut-être que ça changera avec le temps parce qu'il y a quand même un truc fou, c'est qu'à la fin il va dans l'histoire elle-même, et ça je trouve c'est une belle idée, ça. Donc c'est pas non plus c'est pas des merdes, quoi. Et c'est sûr que les autres sont tellement bien. C'est sûr. On passe. T'as trouvé les 3 titres sur la même. C'est un poster que j'ai trouvé, mais effectivement, du coup, série de films ou trilogie préférée, la trilogie du coup de Francis Weber, La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs. Alors moi, j'ai juste vu La Chèvre, je savais même pas que ça faisait partie d'une trilogie, pour être honnête. Alors c'est pas vraiment les mêmes personnages, hein. Mais comme c'est le même réalisateur, c'est comme la trilogie Cornetto, un peu. Ou la trilogie du dollar. Oui, aussi. Cornetto, c'est quoi? C'est Edgar Wright, Simon Pegg. Ah oui, d'accord. Son of the Dead, oui, c'est le nom de la glace, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, d'accord, c'est vrai. C'est vrai. Si tu veux, c'est un peu ça, quoi. Donc à chaque fois, Pierre Richard joue un idiot sympathique, et Depardieu joue le gros dur, quoi. Donc La Chèvre, tu connais l'histoire. Un petit peu, quand même. C'est trop bien. L'idée, c'est que pour retrouver la fille du patron
qui est réputée être la plus malchanceuse du monde, ils prennent le mec le plus malchanceux du monde en espérant qu'il tombe dans les mêmes claustrades et qu'ils finissent par le retrouver, quoi. Les compères, c'est donc les deux, ils sont pas les mêmes noms, mais c'est le même principe, les deux personnages. Oui. C'est une maman qui a perdu son fils, qui a fait une fugue, qui a 16 ans, et elle contacte Depardieu en lui disant bah, écoute, je te l'ai jamais dit, mais t'as un fils, il a 16 ans, et il est paumé, il faut que tu ailles le retrouver. Et elle fait pareil avec Pierre Richard en lui disant la même chose. Donc ils se retrouvent tous les deux à poursuivre le gamin pour essayer de le retrouver, et chacun, elle leur a dit par contre, j'ai dit à ton collègue qu'il est le père, mais pour pas lui faire de la peine, lui dis rien, d'accord. Mais en vérité, c'est toi. Donc chacun, ils sont persuadés d'être le père, et donc il y a des scènes incroyables, genre le gamin qui est en train de se battre contre un voyou, et ils arrivent, ils sont là de loin, puis Pierre Richard fait mais faut les arrêter. Et Depardieu il fait t'inquiète, si c'est mon fils, il va s'en sortir très bien. Et Pierre Richard fait oui mais si c'est le mien, il va se faire casser la gueule. C'est super drôle. J'ai compris les compères, pourquoi c'est... Voilà, et même le titre, le titre a un sens, évidemment les deux pères. Et donc bon c'est peut-être le moins bien des trois, mais voilà, là c'est la scène du coup de boule, c'est quand Depardieu explique à Pierre Richard comment faire un coup de boule. Oui, là il se fait marcher sur les pieds, tu vois, le mec veut lui mettre la cravate dans le burger. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit, je sais pas comment expliquer, mais Weber, quand il écrit des comédies de duo comme ça, ça a une vibe série comique anglaise. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a à la fois quand même une ambiance très française, très franchouillarde même, c'est vrai. par moment, mais il y a quand même un humour très spécial, je trouve, chez Weber. Bah, c'est soigné, hein. Chaque phrase... qui est irréplicable, vraiment, même moi, j'aime pas trop Michel Audiard, mais je trouve que c'est vraiment pas exactement le même humour non plus. À chaque fois, il arrive vraiment... Enfin, je connais plus, du coup, le dîner de cons, des trucs du genre, évidemment, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est assez irréplicable dans ce duo qui est souvent le même, hein, le mec intelligent et le mec con. Oui, mais c'était le même duo dans L'Emmerdeur qu'avec Rive Weber, mais c'est pas lui qui a réalisé, je crois. Où c'était Brel et Lino Ventura qui faisaient ces deux archétypes. Et chaque phrase est hyper drôle. Ce qui est très fort pour arriver à ce qu'on comprenne la psychologie des personnages dans la bêtise. Pierre Richard, dans La Chèvre, on le convainc que c'est lui le détective et que l'autre il est là pour le protéger. Alors qu'en réalité, c'est l'autre le détective. Et lui, il est juste là pour se casser la gueule et donc, il passe son temps à lui dire mais tu sais, c'est moi qui mène la mission, hein, donc tiens-toi à carreau. Et Depardieu, il fait putain, casse les couilles. C'est très bien revu, quoi. Ah oui, c'est tellement bien fait, enfin c'est tellement génial. Et le troisième, Les Fugitifs, c'est le plus touchant. C'est Pierre Richard qui est au chômage et il élève seul sa fille et il n'a plus un rond et il décide de braquer une banque. Et dans la banque, il y a Gérard Depardieu qui vient de sortir de tôle, qui veut plus replonger et il se fait prendre en otage. Il dit non, prenez-moi pas moi, c'est toi. Et donc, il emmène son otage en dehors de la banque devant les flics, et tous les flics font putain, c'est Campana. Je crois qu'il s'appelle Campana, il s'appelle tout le temps Campana. C'est Campana, il a remis ça. Et donc, du coup, il se retrouve à nouveau en cavale à cause de ce con de Pierre Richard qui sait pas, évidemment, il sait pas faire un hold-up du tout. Et tu vois, voilà, il est pas à l'aise du tout. Hein. Et donc, ils fuient tous les deux. Et à côté de ça, il y a l'histoire de la petite fille où elle est reprise par les services sociaux, donc il faut qu'ils aillent la reprendre. Faire la rechercher dans l'établissement où ils l'ont enfermée et ils essayent de se sauver, quoi. Et donc là c'est assez touchant parce que vraiment là il joue un personnage désespéré, Pierre Richard, vraiment désespéré et ça pourrait arriver à tout le monde. C'est un peu comme le personnage de Junio dans Vie une époque formidable, tu vois. Il est au chômage, il arrive au bout de sa vie, il tente le tout pour le tout, et tout arrive de pire en pire. Donc on le voit mal dans ce rôle vraiment désespéré, Pierre Richard. Généralement, il est un peu justement à garder espoir malgré le fait qu'il soit un peu bébête ou des trucs du genre, quoi. Mais là, effectivement, si c'est un rôle un peu plus dramatique, ça peut être trop bien. Alors là, c'est la scène où il va chez Jean Carmet, qui est vétérinaire, et il faut soigner Campana qui a une balle dans la jambe, je crois. Et donc, tu vois, il le soigne, il le soigne comme si c'était un chien, quoi. C'est vrai que c'est un peu un après-midi de chien aussi de Ciné Lumet, c'est un peu le même. Mais ça, faut que je le voie. J'aurais dû le mettre à voir. Un jour, c'est vrai. Bah, ça reste un chef-d'œuvre aussi, mais c'est sûr que c'est moins. Parce que j'imagine qu'il y a quand même un peu d'humour dans Les Fugitifs. C'est sûr que c'est un peu moins, moins marrant, quoi. Un après-midi de chien, forcément.
Plus grande déception, et je te remercie à nouveau d'avoir mis, d'avoir dit la vérité avec le château ambulant. Mais c'est une vérité. Oui. Il y a tellement de personnes qui ont découvert Miyazaki avec le château ambulant, qui se sont pris une claque, et pour eux, ce sera leur meilleur Miyazaki. Généralement, d'ailleurs, il y a un dicton autour de Miyazaki, c'est de dire le premier Miyazaki qu'on regarde, c'est son préféré. Ouais, c'est souvent le cas. Et oui. Moi, c'est le cas, c'était Porco Rosso. Ouais. Ça reste, je pense, mon préféré, peut-être. Parce que c'est tellement puissant que forcément, c'est inoubliable, quoi. Moi, mon premier, c'était le château Cagliostro. On en reparlera après. Nausicaa, je les ai découverts un peu en même temps, les deux. Bon, alors, en fait, pourquoi? Parce que j'ai suivi la carrière de Miyazaki depuis ses premiers... Donc, moi, j'ai découvert en 89 ou 90, au début, là où je m'intéressais, comme je te disais, aux cassettes. Donc, c'était des cassettes qui n'étaient pas sous-titrées, vu que Porco Rosso, il sortira que en 92 ou 93, et Totoro sortira en 95. Mais nous, on avait déjà les cassettes, donc on pouvait découvrir son travail. Et après, j'ai suivi, évidemment, chacun de ses nouveaux films. Donc, Princesse Mononoke, La Claque, Chihiro, c'est encore... voilà, à chaque fois, c'était des films révolutionnaires et complètement... des bons films, des très bons films. Il n'y a pas d'adjectif pour expliquer. Et puis, le château ambulant est arrivé. Et donc, c'est le premier film où on a l'impression qu'il se laisse un peu aller... tous ces autres films, ils sont bien ciselés, quoique Chihiro commence à être un peu comme ça. Mais ces films sont bien écrits. Après, Chihiro, quand même, c'est maîtrisé aussi. Mais c'est vrai que celui-là, il est plus... Mais il explique, tu sais, dans ses making-of, qui se laisse un peu aller au fil de l'histoire. Il commence le film alors que le storyboard n'est pas fini. Il fait ça de plus en plus. C'est vrai. Et du coup, ça part un peu dans tous les sens. Et moi, je reste un peu sur le côté, quoi. Voilà. Ouais. Mais ça reste du Miyazaki. C'est le moins bon Miyazaki reste meilleur. Oui, quand même, ça reste que 99% des films d'animation. Mais ça reste aussi, de toute manière, effectivement, comme ça dit dans le chat, ça reste très ambitieux, ça, bien sûr. Évidemment, il y a beaucoup de choses. Mais je trouve qu'effectivement, il se perd un peu, qu'il y a beaucoup trop de choses. Et que, on a l'impression qu'il... Parce que, après, c'est toute sa carrière aussi. Je crois que Château ambulant, c'était la 2e ou 3e fois qu'il annonçait « Ah là, je prends ma retraite ». Donc peut-être qu'il voulait faire un film dès Nausicaa. Hein. Ah oui, c'est à chaque film. Mais c'est un peu cette impression-là, même autour de son dernier, parce que oui, alors on en reparlera dans Réalisateur actif. Est-ce qu'il est si actif que ça? Parce qu'à chaque fois, il fait la menace. Il bosse son nouveau film. Hein. C'est vrai, mais... Et exceptionnellement, après Le Héron, il n'a pas annoncé sa retraite. C'est vrai. Et il y a une explication à ça, c'est qu'à cause du Covid, il a fini Le Héron 2 ans avant la sortie, il avait eu le temps de se reposer. En fait, à chaque fois qu'il dit qu'il arrête, c'est parce qu'il est naze, quoi. Il est complètement épuisé, il fait allez, arrête. Et après, au bout d'un an, il fait bon, ouais, allez. Oui, il y revient quand même. Il le dit dans le documentaire Netflix. Oui, c'est vrai. Sur la locale. C'est bon, j'ai oublié la douleur. Ça va, c'est bon, c'est reparti, quoi. C'est vrai. Et donc là, il a eu le temps de se remettre. Et quand le film est sorti, Le Héron, il était déjà en train de faire le board du film d'après. C'est vrai. Donc voilà, c'est juste son pattern habituel, faut le savoir. Il a toujours ce côté, mais c'est ce que je trouve est très intéressant chez lui, c'est que du coup, chaque film, il le fait comme si c'était le dernier, j'ai envie de dire, comme si il y en aura pas d'autres après. Dès le château de Cagliostro, il a dit à son équipe, il les a réunis, il dit bon, on a qu'une chance dans sa vie pour faire un film, on va tout donner. Ils ont fait le château de Cagliostro en 5 mois. Donc voilà. Et ça n'a pas été son dernier film, même si le film s'est planté. C'est comme il y avait un comic de Boulet où ça le comparait à un chat qui veut sortir, rentrer, rentrer constamment. Miyazaki, où il l'avait appelé. Miyazaki. Mais c'est effectivement l'image l'image pop qu'il a maintenant, du mec indécis et tout. Mais bon, lui déjà, il n'est pas beaucoup dans l'apparence, c'est-à-dire qu'il s'en fiche un peu ce qu'on pense de lui. Oui. Et il est brut, hein, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il pense au moment où il le pense. Quand on le connaît, on sait que, bah oui, c'est Miyazaki, là il est fatigué, puis ça ira mieux après. Mais comme chacun de ces mots est analysé, déjà traduit en anglais, puis analysé par le web entier, le web tout entier, parfois ça exagère un peu. Voilà, et je trouve que le strip de Boulet représente bien l'image qu'il a sur Internet. Tu sais, il y a aussi cette fameuse phrase, tu as dû la voir, animer The Mistake. Oui. Et en fait, c'est pas vraiment quelque chose qu'il a dit. En réalité, si tu regardes, tu sais, il y a un site qui s'appelle Know Your Meme, où tu peux voir d'où viennent les mimes, ou les mèmes. Bref. Et ils expliquent, en fait, c'est une interview où il dit en gros qu'il trouve que ça vaut pas grand chose. C'était la production d'animés bas de gamme au Japon. Il y a plein de séries qui sont faites qui n'ont pas beaucoup de valeur. Et c'est un peu le discours qu'il a, quoi. Qui peut être un discours un peu de vieux grincheux, tu vois. Oh, c'est nul, blablabla. Ok, mais il dit pas. À aucun moment dans l'article il écrit animer The Mistake. Et c'est visiblement quelqu'un qui a résumé son truc
où il a mis cette phrase-là, et c'est cette phrase qu'on prête aujourd'hui à Miyazaki, et tout le monde est persuadé qu'il a vraiment dit ça. C'est comme il y a aussi, du coup, je crois que c'est un documentaire autour du vent se lève, où dedans il y a un moment où il y a des gens qui viennent avec une nouvelle technologie d'IA, tout ça. C'est une insulte à la vie. Voilà. Ah, il l'a dit. Hein. Il dit c'est une insulte à la vie, mais en fait, pourquoi il dit c'est une insulte à la vie? C'est parce qu'il dit, parce qu'on lui montre des générations par IA, de gens qui marchent progressivement, etc. Oui, mais surtout une créature toute tordue. Voilà. Et il dit ça peut être pas mal pour faire un zombie, tu vois. Ouais, il dit moi ça me fait penser à un ami qui en fait est handicapé, et je trouve que ça c'est ce que vous montrez, c'est un affront à la vie lui-même. Et ça a été repris comme il est anti-IA. Alors évidemment, je pense qu'il est anti-IA, bien sûr, mais c'est pas exactement ce qu'il dit dans cette phrase-là, mais c'est toujours comme ça. Il est tellement, c'est une figure culturelle énorme. Tout ce qu'il dit, c'est très très écouté, repris et déformé, pas toujours compris. Il y a un autre malentendu, tu sais quand il voit le film de son ami Yonebayashi, pas son fils justement, celui qui a fait Arrietty, Yonebayashi. À la fin, il dit bravo, t'as fait un vrai film de cinéma, et c'était traduit par bravo, ça c'était un vrai film de cinéma, sous-entendu. Contrairement à ce que fait mon fils. Ah oui, oui. Et c'était traduit, ça a été un peu sous-entendu. Alors, on ne peut pas dire mais effectivement, Miyazaki est très critique envers ce qu'a fait son fils, c'est vrai. Mais à ce moment-là, je ne suis pas sûr qu'en félicitant Yonebayashi, il était en train d'envoyer une balle perdue à son fils. Bien sûr. Tu vois sûr. Non, mais même son rapport avec son fils, il est plus complexe. Je pense qu'on en reparlera. C'est très très compliqué. Hein. On a quelques bribes dans les documentaires, mais on ne sait pas en fait. Ça reste une relation privée aussi, et puis même, c'est aussi tout le malheur peut-être de Miyazaki, c'est que c'est quelqu'un qui est très privé, mais qu'on force du coup à être mis en avant parce que c'est le visage de Ghibli, que c'est le visage le plus connu, et surtout depuis que il a été dans des syndicats à Toei, il a toujours été dans les luttes. Et à lutter contre tout ce qui lui semblait injuste. Il a rencontré Takahata dans une grève, quoi. C'est ça. Et donc, dans sa lutte, qui lui semble mal ou injuste, quand il était animateur en bas de l'échelle, c'était quelque chose qui semble plus naturel, parce que maintenant qu'il est en haut et que plus personne ne peut rien lui dire, il a toujours le même comportement. Et quand quelque chose lui semble mal, même si c'est le film de son fils, il va aller le dire de la même manière. Et c'est ça, en fait, que c'est... normalement, on attend des gens, quand ils vieillissent, qui ça s'agisse quelque part. Mais il est resté comme il est, tu vois. Et c'est ça, en fait, je pense. Comme là, en ce moment, il y a des interviews qui sortent de John Carpenter qui parlent des films d'horreur récents, tout ça. Et il dit, j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça nul, etc. Et après, t'as des gens qui disent, waouh, mais c'est vraiment devenu un vieux gaga, tout ça. Et en fait, non, des gens voient des anciennes interviews de lui et disent, il disait la même de Palma, de Cronenberg, de machin, de tous les autres, quoi. Il est sans pied, Oui, j'ai vu. Pour la Take Anti-IA, c'est pas sur la démo zombie. Toshio Suzuki demande aux gens après quel est votre objectif, et les maîtres répondent on veut créer une machine capable de dessiner comme des humains. Coupure. Miyazaki dit on approche des derniers jours de notre existence, l'humanité a perdu foi en elle-même. Et il n'est pas. C'est pas du tout la même chose. T'as vu, c'est autre chose. Et effectivement, qu'un être humain dise on préfère que fabriquer une machine qui dessine, lui il le voit et on peut comprendre comme une manière d'abdiquer, dire on laisse les machines faire. Et je pense que du côté de la personne qui faisait la machine, pour lui c'était un défi en soi. C'est dur de créer une machine qui est capable de dessiner. Et lui il était fier de cette performance-là. Mais évidemment Miyazaki ne l'entend pas de cette oreille. Évidemment. Il a raison. Oui. Et ça, c'est les gens, parfois, ils ont mauvais goût aussi quand ils sont réalisateurs, c'est pareil. Oui. Plus grande surprise, la vie rêvée de Walter Mitty, je te rejoins également. Ah, t'as bien aimé Ah oui, j'ai adoré. Et c'est une surprise parce que, même si j'aime bien ce que fait Ben Stiller, je m'attendais pas à ça. Donc, il réalise ce film. Et de bout en bout, alors on parlait de film feel good, on aurait pu le mettre aussi, un film à voir quand on est déprimé. Non, ça va mal, tout à fait. Donc, un personnage un peu mal dans sa peau qui travaille au magazine Life. Le magazine Life est racheté par un groupe de commercial qui sont présentés comme vraiment les odieux connards absolus. Il va être viré, quoi, parce que lui, il est dans le service photo argentique. Donc, voilà, le magazine va passer entièrement en digital. Il reste un numéro papier à faire. Et pour ce numéro, le photographe star du magazine, Sean Penn, a envoyé une photo qui est censée faire la couverture et qu'ils veulent mettre en couverture, et il a perdu le négatif. Et donc, l'idée, c'est qu'il va chercher le négatif. Mais lui, qui n'était jamais sorti de sa ville, il est obligé de faire le tour du monde pour trouver ce fucking négatif, et du coup, il s'accomplit comme ça, quoi. Donc, c'est très classique, mais c'est fait avec beaucoup de charme, vraiment. Oui.
Clairement. Puis il y a du David Bowie. Oui, non, mais ça reste un très beau film, très candide, très naïf, très vraiment sur la beauté de la vie, entre guillemets. Donc, si vous êtes d'une nature un peu aigrie, peut-être, face à la vie, peut-être que vous n'avez pas trop aimé. Si vous êtes dans une mauvaise passe, voilà. Moi, je sais que quand ça va mal, j'aime pas regarder des films feel good, j'aime bien regarder des films méchants sur la vie. Mais c'est sûr que, effectivement, c'est un film où même la conclusion de c'est quoi justement la photo qu'il a pris, parce qu'on sait jamais c'est quoi, quelle photo il a pris. On passe tout le film à se dire, mais qu'est-ce qu'il y a sur cette fameuse photo, et on n'est pas déçu. Ah oui, on n'est vraiment pas déçu. Parce que ça aurait été le piège, tu vois, à la fin c'est un truc nul. Oui, c'est un gag, un twist et tout. Non, c'est bien. Oui, ça reste vraiment magnifique, ça reste vraiment une très belle photo aussi, contextuellement, enfin vraiment c'est magnifique, quoi. Et le film est très beau. Là, on voit des paysages là dans, je sais plus, le Groenland, je sais plus où il va en fait. À voir sur un bel écran, hein. C'est un vrai voyage. Dans le monde, et puis Ben Stiller, ça reste quand même un réalisateur. Aujourd'hui, il a un peu plus la cote grâce à Sévrance, qu'il a réalisé, mais avec ce film-là, je trouve qu'il arrive vraiment à mêler beaucoup de choses et à jamais vraiment se perdre et à rester quand même. Tu savais que c'était un remake, j'ai pas vu l'original. Ah ouais. Et il y a un film original de Walter Mitty, il faudrait que je le voie. Alors est-ce que c'est comme, parce que il y a eu moi devant ce genre de film là qui traverse beaucoup d'endroits, d'époques, etc. Enfin de moments, tout ça, je me dis, est-ce que c'est pas comme il y a eu un remake de Forrest Gump en Inde, où en fait ça reprend l'idée de Forrest Gump de quelqu'un qui vit des événements historiques, mais adapté à l'Inde, donc c'est totalement par rapport à l'histoire d'un autre pays. C'est ça, donc je me dis, est-ce que ça, je sais pas si c'est un remake d'un film américain ou d'un film d'un autre pays. Je crois que c'est un film américain, mais faudrait voir. Je trouve que ça a réadapté un petit peu. C'est juste la base de, c'est quelqu'un qui doit traverser le monde. Juste ça adapte un petit peu le pays à côté. C'est possible aussi, je sais pas, je n'ai pas vu l'original, donc je peux pas trop en dire forcément. Ensuite, du coup, non, mais ça reste un. C'est pas un chef-d'œuvre. Non, c'est pas un bon film. C'est sympa. Moi, je me souviens. C'est vraiment. C'est amusant. Les films que je voyais à la télévision quand j'étais tout jeune. Et moi aussi, évidemment. Pour moi, ça me ramène un peu à l'enfance. Il y a Daniel Auteuil, il y a Galabru. Bon, tout le monde connaît l'histoire, non? C'est une boîte à bac, ils doivent passer le bac, et puis ils mettent un méga truc dans le scénario pour être sûr qu'ils passent le bac. Il faut exploser une couscoussière dans l'histoire, et on accuse les élèves d'être à l'origine de la bombe. Ils disent non, mais c'est pas nous. Et donc Galabru, tu vois, scénario débile, et aussi, prouvez-le en ayant votre bac. Oui. Donc, soit ils ont leur bac, soit ils vont en tôle. Oui. Voilà. Et donc, il y a la machine à apprendre. Enfin, ah oui, c'est une machine de torture, là, tu sais, on leur tape dessus pour qu'ils apprennent les leçons. Il y a tellement de gags, il y a tellement de gags cartoonesques, il y a tellement de personnages aussi, parce que pareil, il y a quelqu'un qui est plus vieux et qui veut passer le bac aussi. Oui. Et du coup, qui est emmêlé dans toutes ces histoires-là, enfin vraiment. Qui n'est pas du tout connecté avec le reste de l'équipe. Et là, c'est la scène de l'examen. Donc, on voit toutes les techniques de triche. Lui, il a un bras robotisé à distance. J'étais fasciné par les gadgets, en fait. Oui. Là, tu sais, c'est un peu comme quand tu vois un James Bond, mais en version française. C'est ça. Non, mais et puis même, il y a un côté aussi Gaston Lagaffe. Oui, tu as raison. Exactement. C'est vraiment ce côté très cartoonesque et très aussi naïf et rigolo, quoi, vraiment, de voir les gadgets et de voir comment les gadgets se font, qui est vraiment magnifique, je trouve, à voir. Et là, bon, c'est la scène d'apothéose, et forcément c'est une des plus grosses scènes du film, mais tout le reste du film, il y a des moments très drôles aussi, enfin vraiment c'est très très bien fait, quoi. Bon, ouais. non, moi je trouve pas un chef-d'œuvre, hein, c'était le... Non, moi je trouve que c'est vraiment bien fait. Alors il y a des longueurs, moi je l'ai vu il y a très longtemps, donc ça se trouve c'est plus du tout le cas et tout, mais oui, les moyens qu'ils ont pour tricher. Là, au tout début, il y avait quelqu'un qui avait en fait tout avec un livre découpé dans ses chaussures. Oui. Alors évidemment, il n'a pas les phrases en entier. Je sais pas comment il se débrouille. Oui, mais bref. Ok. Il se débrouille, écoute. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait dans son pull, et en fait, quand il tirait sur son pull, ça lui faisait les mots. Ou dans les bandeaux, là. Oui, voilà. C'est ça. Non, mais c'est bon. Ça n'a aucun sens. Mais évidemment, moi, c'est un film aussi où il faut retrouver son âme d'enfance, qui a constamment envie de tricher, constamment envie de... Ah ben c'est sûr, ouais. ça donne des idées. On se dit, mais je pourrais faire pareil. Ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est vraiment... Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment bien. En tout cas, gros succès cinéma français. Ouais. Ça fait beaucoup. Il y a eu des suites aussi. Il y a eu des suites, il me semble. Il y a les Sous-doués en vacances, ouais. Avec la fameuse chanson Destinée. Oui. C'est très très connu, qui est très utilisée sur YouTube. Ouais. C'est pour quand on veut un truc cheesy, tu vois. On ça. C'est vrai. Soudés en vacances.
Film trop négligé. Alors, négligé, on est bien d'accord, négligé par les gens, pas négligé, genre il a été fait par-dessus la jambe. Non, Ouais. négligé par les gens. Et Oui, alors, j'ai bien compris. tu as mis mon Ghibli préféré. Oh, ça me fait Effectivement. plaisir. Puisque tu as mis Si tu tends l'oreille. Alors, histoire très triste, d'ailleurs. Ah, vas-y, derrière, fais le Si tu tends l'oreille, en fait, c'est de ce que je sais, hein, bien sûr, peut-être t'en sais plus, mais c'est du coup un film qui est fait par quelqu'un qui avait bossé précédemment pour Ghibli et qui était vu comme le nouveau Miyazaki, vraiment, qui était Kondo vu Yoshifumi, ouais. voilà, je savais plus son nom, et qui était vu vraiment comme le successeur de Miyazaki, puisque à ce moment-là, on commençait à chercher un successeur. Goro, ça marchait pas totalement. Déjà, hein, en 93. Ouais. Et je crois que Goro, il commence après ou avant? Ah ouais, le Terre et Mer, c'était les années 2000. Ah oui, c'était déjà après. Donc voilà, et donc on se dit, bon voilà, il y a un successeur pour Miyazaki, et puis voilà. Le film sort, et je crois que quelques semaines avant ou après, malheureusement, il décède d'une maladie du cœur. Donc du coup, c'est son seul et unique film au studio Ghibli. Et c'est un film que moi, personnellement, je trouve vraiment magnifique. Je crois que c'est le scénario de Miyazaki, je crois. Tout à fait. Et c'est un film qui parle de création. Donc ça n'a rien à voir avec la suite, Le Royaume des Chats, qui est un film plus Alice au Pays des Merveilles, où on va dans un monde merveilleux. Qui a un lien, qui a un lien un petit peu lointain, parce que souvent les gens connaissent plus Le Royaume des Chats que Si tu tends l'oreille. Ce qui est... En fait, c'est juste qu'il y a un moment, il y a ce petit chat, cette figurine de chat, et s'imagine rentrer dans l'univers de ce... Le Royaume des Chats, c'est l'histoire, en fait, de la figurine, quoi. C'est l'histoire un peu comme le truc de Buzz. Buzz l'éclair et Toy Story. On va faire l'histoire du personnage. Donc, voilà, c'est une jeune fille qui veut devenir écrivain, un jeune homme qui veut devenir luthier, qui se rencontrent, et chacun, ils ont un rêve, et on parle vraiment de création, de ce que c'est comme sacrifice. Il y a une scène incroyable où la petite, elle dit à ses parents, je vais arrêter de travailler, là... pendant 3 mois parce que je veux finir mon livre avant qu'il parte en Italie pour faire son lutte, et je vous demande de ne pas me poser de questions, accordez-moi au moins ça, et après je reprends mes études. Et elle obtient ce droit-là, et il y a une scène folle aussi où elle fait lire son livre au vieux monsieur, et quiconque a écrit quelque chose ou fait quelque chose sait ce que c'est, la pression que c'est de faire déco au premier lecteur, et on est en tant que spectateur complètement en attente de qu'est-ce qu'il va dire. Est-ce qu'il va trouver ça bien? Et puis une scène musicale avec Country Road, qui est magnifique. Et alors, je sais pas, c'est quoi ton rapport à la VF? Mais je l'ai jamais vu, moi, la VF. Non, mais à la VF de manière générale. Ah, de manière générale. Team VF, VO. Je suis team VO. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que il faut de la VF, parce que déjà rien que pour le public de la jeunesse, des enfants. Bien sûr. Moi, j'aurais pas pu voir E.T. s'il n'avait pas été en VF. Donc, il faut des VF. Je comprends ceux qui préfèrent la VF. Moi, je pense que qu'on préfère la VF, c'est souvent qu'on a envie de s'immerger complètement dans l'histoire. Et ce qui compte, c'est plus l'histoire que la réalisation ou le montage. Moi, je suis intéressé par comment les comédiens vont jouer, et je suis intéressé par comment ils jouent en voix originale. Même pour les dessins animés, parce qu'on dit souvent oui, mais en dessin animé, c'est doublé, donc peu importe. Mais non, le doublage, l'enregistrement des voix a été fait avec une réalisatrice ou un réalisateur à la base. Et quand c'est redoublé à l'autre bout du monde, les gens interprètent. Ils disent, bon, je pense qu'on doit faire comme ça. Bien sûr. Et donc, voilà, même les grandes VF, on a des très très bonnes VF en France, on est très fort pour ça. Surtout, la Ghibli, en l'occurrence, c'est les mêmes équipes que derrière Disney, donc c'est des professionnels. Et là où je voulais l'aborder par rapport à ce film-là, c'est que certes, c'est un film qui est plutôt, entre guillemets, oublié, parce que chez nous il n'est pas sorti en salle, de souvenir, il est sorti directement en DVD. Tu crois. Mais en fait, ce que j'avais lu à droite à gauche, c'est que il était censé sortir en salle, et que à la dernière minute ils ont dit en fait non, on le sort en DVD, mais ils avaient quand même produit un doublage qui du coup est qualité cinéma, parce que généralement quand on produit un doublage, quand on produit un doublage pour le DVD, il y a moins de thunes. Et du coup, ça donne un doublage qui est vraiment magnifique, et notamment aussi du coup cette scène de Country Road qui est traduite et qui je trouve est magnifique. C'est une autre interprétation vraiment, parce que dans la scène de Country Road à la base justement, elle ne sait pas super bien chanter, et donc elle a du mal, etc. Et progressivement, elle commence à bien chanter. Elle est à l'aise de plus en plus, c'est très bien vu. Il y a plein de choses qui se passent dans cette scène. Et là, dans la VF, elle sait d'emblée chanter, et je trouve qu'en fait, on bascule dans un autre ton où on est dans un truc d'imagination. Ça veut dire que ça respecte pas le film. Bien sûr, ça respecte pas. Moi, je vais te dire. Moi, je suis d'accord, ça respecte pas l'intention de base, évidemment, du réalisateur. Et de toute manière, le réalisateur ne pouvait pas être là, malheureusement. Mais moi, ce que je vois, c'est d'autres interprétations, c'est d'autres tons, c'est d'autres tonalités. Donc c'est pour ça que moi j'invite à regarder, si jamais vous aimez Si tu tends l'oreille, à la fois en VO et en VF, selon ce que vous préférez de base. C'est vraiment deux interprétations très différentes, mais qui rentrent dans des tons différents, et qui restent quand même intéressants par rapport effectivement à cette notion de création et de
d'imagination également, parce que ça va beaucoup parler d'imagination et de rentrer dans des mondes féeriques imaginaires, bien sûr, avec ce chat, évidemment. Mais ça reste effectivement, moi je pense que c'est effectivement mon Ghibli préféré, ne serait-ce que pour ce côté très reposant, entre guillemets, par moment, mais en même temps avec une sorte de pression intériorisée. C'est bien ce que tu dis, parce que tu l'aimes vraiment pour d'autres raisons. Ouais. Et c'est vraiment un film, c'est la force des grands films, en fait. Ouais. Il n'y a pas qu'une seule qualité, il y en a beaucoup. Moi, c'est le côté, la création, l'enjeu que c'est. On met tout de côté parce qu'on a besoin de créer, c'est plus important que tout. Je trouve qu'il y a peu de films qui le montrent, ça. Et toi, c'est autre chose. Ouais. Et c'est un film qui a vraiment beaucoup de facettes. Je trouve que les Ghibli, généralement, il y a toujours une notion d'empressement, d'aller vers l'avant, etc. Enfin, dans Porco Rosso, dans Princesse Mononoke, dans Voyage de Chihiro. Il est un peu plus chill. Il est un peu plus tranquille, mais il y a quand même cette notion de c'est la guerre. Voilà. Oui. Et il y a quand même toujours cette notion d'aller vers l'avant. Et là, je trouve qu'on a moins cette impression et qu'on est plus reposé. Enfin, c'est vraiment mon Ghibli préféré, je pense. Et en plus, effectivement, un des Ghibli les moins reconnus. Avec tout est fascinant. Hein. Il y a, à un moment donné, une scène où simplement elle suit un chat. Et là, on se demande, mais est-ce que on va rentrer dans un monde fantastique un peu comme le Héron, tu vois, au bout d'un moment, ou Totoro, on va tomber dans un trou et on va arriver dans un monde fantastique. Ça va devenir un. C'est pas le cas. Hein. Ça parle d'imagination, mais c'est pas un film où il y a du surnaturel. Il faut le savoir, c'est un film très très réaliste. Avec, effectivement, on parle de comment créer une histoire, comment créer des univers, mais c'est pas un film sur naturel. Et avec toujours, enfin là, vous le voyez à la bande-annonce, toujours une animation absolument magnifique, tout du loin. Je sais plus si c'est Joe Hisaishi à la musique. Non, c'est pas Hisaishi. Et on est encore à l'époque pré-digitale où chaque image est faite sur cellulo, photographiée en 35 mm. Donc, le top, quoi. C'est magnifique. C'est un magnifique film. Et effectivement, si vous aimez bien la patte Ghibli, c'est magnifique. Yoji no Mi est la musique, ça me dit. Tout à fait. Peut-être mon meilleur achat au Lidl à 2 € ce film. Bah, au moins, du coup, il est accessible. Ah, bah ça, 2 €, c'est sûr, c'est imbattable. au moins ça. Film déprimant. Est-ce que tu as déjà vu ça? Non, j'ai pas vu Return to Oz. En plus, là, c'est un peu l'ambiance parce qu'il y a Wicked 2 là, qui sort bientôt. C'est quoi hein? C'est, tu sais, Wicked, c'est une comédie musicale à la base qui adapte Le Magicien d'Oz du point de vue du coup de la méchante sorcière et qui du coup a été adaptée en film. C'est complètement à côté de cette histoire. C'est des gros blockbusters en plus, mais voilà, mais effectivement, le Magicien d'Oz qui a été repris partout. Il y a une version avec Michael Jackson, il y a une version. Ah oui. Mais du coup, Return to Oz, c'est encore une version que je musicale, avec. Avec Michael Jackson. Mais du coup, c'est encore une version que je connaissais pas du tout. Donc, on est en 85, le moment où Disney se dit il faut qu'on élargisse notre public. Et donc, tu sais, ils ont fait Taram un peu plus sombre. Et là, ils se sont dit, bon, on va faire une version de Oz, mais version dark, quoi. Ah ouais. C'est un film, mais d'une noirceur. C'est une horreur. Donc, en fait, c'est Dorothy, c'est après le premier film. Et elle raconte ses histoires de voyage. Et on dit, mais t'es folle, ma pauvre fille, on va te mettre en hôpital psychiatrique. Et c'est un hôpital psychiatrique, tu sais, où ils te font des électrochocs et tout. Enfin, c'est des trucs de fou, hein. Génial. Et donc, du coup, il l'attache sur une chaise avec plein de trucs, genre trucs de torture, quoi, pour l'électrocuter. Et là, il y a un éclair qui tombe sur l'hôpital et elle se retrouve à nouveau dans le monde d'Oz. Et dans ce monde, il y a plein de créatures absolument terrifiantes, en plus qui rappellent les trucs horribles de l'hôpital. Donc on peut se dire qu'en fait, elle est en train d'être électrocutée et qu'elle vit ça dans sa tête. C'est atroce. Oui, c'est vrai, on dirait American Maggie, Alice Madness Return, le jeu vidéo qui se passe dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles, qui se passe après, etc. Sauf qu'il a été quand même vendu, marketé pour la jeunesse. Et donc moi, je l'ai vu petit, quoi, en 85. Ah oui, donc j'avais 10-11 ans. Et mes parents m'ont mis au cinéma, puis ils sont allés faire des courses et j'étais tout seul comme ça dans la salle voir le film. Ils m'ont cherché à la fin, j'étais terrifié. Ce film m'a terrorisé. Et donc là, par exemple, là c'est la reine. La reine, elle a plein de têtes différentes et elle change de tête, elle se coupe la tête, elle prend des têtes différentes pour avoir des visages différents. Et il y a une scène où la petite, elle doit aller chercher une clé dans la pièce où il y a toutes les têtes. Donc tu as toutes les têtes dans des présentoirs, tu sais, dans des showcases. Et au moment où elle prend la clé, qui est juste à côté d'une tête, la tête ouvre les yeux, elle fait Ouah, elle se met à hurler, et toutes les têtes se mettent à hurler dans le couloir. Mais ça a l'air d'être un rêve fiévreux. Ah, c'est Walter Murch, le réalisateur. Waouh, à la base, c'est le monteur d'Apocalypse Now. C'est vraiment rien à voir, mais waouh, ça a l'air d'être effectivement un rêve fiévreux. Je sais pas s'il a fait beaucoup d'autres trucs. Je crois qu'il a fait 3-4 films dans sa carrière, mais sinon, c'est beaucoup un monteur de Coppola, du coup, énormément. Mais waouh, ça a l'air effectivement
ils savaient plus trop où ils allaient, peut-être à cette époque-là. Ouais, mais c'est pas un mauvais film, hein. C'est plutôt bien, mais il faut le savoir que c'est méga glauque, quoi. C'est pas loin du film d'horreur. Il y a des créatures, il y a les Wheelers notamment, des créatures sur roulettes. Ah, elles ont des roues qui grincent et tout, qui rappellent évidemment les roues qui grincent dans l'hôpital. Enfin, Lucas a aidé sur le tournage du film. Et donc. Ensuite, du coup, alors on en a déjà un petit peu parlé. Ah oui, longtemps même. Réalisateur actif préféré, Hayao Miyazaki. Moi, de toute façon, c'est un peu difficile de choisir de base, mais c'est quoi si tu devais faire un top 3 de ces films? Alors, je pense que à chaque fois qu'on voit un film de Miyazaki, pendant qu'on voit le film, ça devient son préféré. Oui, c'est vrai. Parce que tout est... Sauf pour le château ambulant, on est déjà et même, bon, peut-être que je me laisserai emporter une fois. Donc c'est difficile de choisir. Effectivement, moi, je vais être plus touché par sa première période. Donc mes préférés, ça va être effectivement Nausicaa, le château de Cagliostro, Nausicaa, Laputa, Totoro et tout ça, même jusqu'aux années 90. Mais alors, peut-être mes préférés, je vais choisir Cagliostro en premier, et puis Totoro et Laputa. Voilà. Mais c'est du château dans le ciel. Oui, le château dans le ciel. Il s'appelle Tenku no Shiro Laputa en japonais. Mais ils sont dit en France. Oui, ce mot-là. Je pense même plus, mais c'est l'île de Laputa. Oui. C'est déjà dans le roman Les Voyages de Gulliver. Hein. Il y a l'île de Lilliput et Laputa. Mais oui, en français, c'était peut-être pas méga commercial. Effectivement. Comme là. Est-ce que son dernier, Le Garçon et le Héron, est-ce qu'il t'a touché? Parce que moi, je sais que pareil, j'ai un peu eu ce sentiment-là pendant que je le voyais, de me dire, c'est mon Miyazaki préféré. Ah oui. Et après, le temps est passé, tout ça, bien sûr, mais c'est sûr qu'il est... Mais je trouve beaucoup plus intéressant que ces trois derniers. Donc, il y avait le Château en Bulle en Pogno et le Vent se lève. Ouais. Et ces trois-là, c'est ceux qui m'intéressent le moins. Mais c'est toujours difficile de dire ça. C'est tellement bien que ces trois films-là, ce seraient ceux d'un autre réalisateur. On les trouverait formidables. Oui. Mais on est en comparaison avec le top du top. Donc j'ai trouvé le Héron plus intéressant. Et ce qui est chouette, c'est que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que d'après ce qu'on entend dans le documentaire ou de ce que j'ai pu récupérer comme renseignement, notamment grâce à mon ami Ilan qui connaît très très bien Ghibli, Ilan Nguyen qui a interviewé de nombreux fois Miyazaki, qui a traduit son dernier livre là récemment. Grâce à lui, j'ai appris plein de choses sur le film et pour la première fois, il semble que Miyazaki parle vraiment de lui. Dans ses autres films, il avait plutôt tendance à parler de ses passions, donc l'aviation, l'écologie, la nature. Voilà, différentes choses qui le fascinent, qu'il a envie de mettre dans ses films. Mais là, Mashito, c'est vraiment Miyazaki. Et Mashito en japonais, d'ailleurs, Ma, c'est la vérité, la réalité, la vérité, et Shito, c'est la personne. Donc ça veut dire la vraie personne, Mashito. C'est pas Maito, c'est Mashito. Et donc, ce personnage serait vraiment une émanation de Miyazaki. Après, bon, c'est toujours compliqué, on ne saura jamais qu'est-ce qui est vraiment de Miyazaki ou pas, mais il a ce rapport compliqué avec sa maman qui était très éloigné de sa maman dans sa jeunesse parce qu'elle était malade, elle avait la tuberculose, et donc pendant longtemps, elle n'était pas à la maison. Donc il y a ce manque de la mère. Il y a ce livre qui s'appelle Kimitachi wa do ikiruka, qui veut dire « Et vous, comment vivrez-vous ?» qui est le titre japonais. Et tant qu'on n'avait pas vu le film, alors je rappelle que ce film, il est sorti au Japon sans promo. Hein. Oui, il n'y avait rien, il y avait une affiche. Voilà. Un peu cryptique, on savait pas. C'est ça, et je suis allé voir au Japon, et je peux vous dire que ça fait quelque chose de payer sa place et se dire je ne connais rien du film, je n'ai même pas vu une image. Et de découvrir le film comme ça, on ne sait pas où on va, quoi. C'était un vrai pari, parce qu'en plus, il me semble que Ghibli avait des difficultés financières aussi, que juste après, ils se sont fait racheter par... Non, ils n'ont pas spécialement de difficultés financières, mais oui, ils se sont fait racheter par la télé... Oui, je sais exactement, mais c'est une filiale d'une grande chaîne télé. C'est peut-être nécessaire. Bon, bref, on découvre le film comme ça, quoi. Et donc, avant, on pensait que ça allait être l'adaptation du livre. Alors, ce livre, Kimitachi wa do ikiruka, donc Comment vivrez-vous, on dit souvent que c'est un peu l'équivalent du Petit Prince pour le Japon. C'est un film antimilitaire, c'est un livre antimilitariste qui a été écrit après la guerre et qui est très étudié à l'école, un peu comme le Petit Prince. Donc, un livre humaniste qui, en gros, dit à la génération suivante, est-ce que vous voulez recommencer ou est-ce que vous voulez vivre autrement ? On pensait tout ce que ça allait être l'adaptation du livre. Non, le livre, il apparaît en tant que livre dans le film, c'est l'héritage de la mère qui a laissé ça à son enfant en lui disant ce sera pour toi quand tu seras plus grand. Et ça reste une histoire originale sur... Et c'est une histoire, c'est autre chose. Voilà.
Et donc, voilà, il lit le livre, il y a la musique de Joe Hisaishi au piano, il se met à pleurer, et nous aussi dans la salle, on se met tous à pleurer. Donc, ce film, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, en particulier la première partie, avec cet univers donc réaliste dans lequel le héron arrive, le surnaturel arrive par le héron, un peu comme Totoro arrivait dans Totoro, dans un univers réaliste, mais par petites touches, t'as le surnaturel qui arrive, à part que le héron est beaucoup plus malfaisant. Pogno également, où il y a de ça, où il y a cet univers fantastique qui arrive dans le monde réel. Mais Pogno, dès le début, tu vois toutes ces créatures fantastiques. Déjà, là, tu sais pas. Ça commence normalement, ça commence par une scène très triste avec la mort de la mère. C'est la guerre, c'est le bombardement, c'est terrible. Et puis il y a ce héron qui arrive, tu sais pas où tu vas aller, hein, tu sais rien de l'histoire, donc c'est assez génial. Et après il y a tout ce voyage fantastique qui moi m'intéresse un petit peu moins, je sais pas toujours trop quoi en penser, et à la fin que je trouve formidable aussi. Ouais. Moi je vois beaucoup une sorte, parce que ça a été dit par beaucoup de gens, une sorte de rassemblage de tout ce qu'il a fait précédemment, de tout ce qu'il a pu, parce qu'il y a beaucoup de thèmes, de personnages qu'on semble voir venir d'autres films. Dans chacun de ces films, c'est le cas. Mais oui, voilà. Mais oui, il y a énormément de choses qui peuvent rappeler ces anciens films. Il y a aussi, on le voit dans le documentaire, il a mis dans ce film aussi ses compagnons disparus. Donc le vieux sage, c'est Takahata. Il y a d'autres personnes qui l'ont accompagné à Ghibli qui sont décédées, qui ont des rôles dans le film. En tout cas, pour lui, c'est des émanations de ces personnes-là. Il les a mis dans le film avec leur personnalité. Physiquement, ils ne se ressemblent pas. Tu vois, c'est pas Takahata. Voilà. Et à la fin, moi, je trouve ça très beau. Et le héron, c'est Suzuki, hein, c'est officiel. Hein. Oui. Donc, le producteur de Ghibli, c'est le héron. Donc, un fiefé menteur, malfaisant. Alors, très gentil avec ses amis. Voilà, donc bon, je sais pas ce qu'il en pense, notre ami Suzuki. Mais moi, j'ai lu le bouquin de Suzuki, et il y a effectivement un chapitre où ils appellent ça l'éloge du mensonge. Il explique pourquoi dans son métier il doit mentir. Et dans le film Le garçon et le héron, Mashito, donc Miyazaki, dit à un moment donné, bon, ce héron, ça a beau être un menteur, c'est quand même mon pote. Donc ça, Suzuki à travers son film. Et quand ça termine, il refuse je spoil pas, tout le monde a vu. Non, ça devrait aller. De toute façon, on est là. Le garçon et le héron, c'est un film où on est là pour le voyage et pas pour la destination, je trouve. Bon, en tout cas, voilà, il y a le vieil oncle qui contrôle cet univers avec ces petites briques là, qui dit tu vas prendre ma place, c'est toi qui vas le faire. Et Machito, il fait non, je veux pas. Et il part, il laisse le monde se détruire et il s'en va. Et donc, pour moi, après toutes ces années de Ghibli où ils ont trouvé personne pour remplacer Miyazaki, j'ai l'impression que Miyazaki dit de toute manière, même si c'était moi jeune qui arrivais aujourd'hui à Ghibli et qu'il y aurait le vieil oncle qui me dirait vas-y, c'est toi qui prend la suite et qui va créer des mondes, je m'enfuirais à toute allure. Donc, voilà, donc c'est un peu pour dire ne vous attendez pas à ce qu'il y ait une suite. Il n'y aura pas de relève, quoi. Personne ne voudra le faire, puisque même moi, je n'en voudrais pas, quoi. Bien sûr. Non, mais c'est très très beau, je trouve, comme message, effectivement. Et juste avant de passer à la suite, il y a l'autre réalisateur que tu as mentionné, du coup, de Ghibli, Takahata. Est-ce que tu as un rapport? Parce que moi, je sais que j'ai quand même un rapport où je l'ai découvert plus tard, du coup, Takahata, notamment avec Le tombeau des Lucioles, Pompoko et le conte de la princesse Kaguya. C'est quoi ton rapport justement avec ce réalisateur-là? J'aurais peut-être mis un réalisateur préféré s'il était actif, mais malheureusement décédé. C'est un maître, c'est un maître absolu. Ces films sont moins immédiatement excitants que ceux de Miyazaki. Miyazaki, il va nous emporter. Il va nous faire des films avec un élan incroyable qui vont faire qu'on va être pris tout de suite dans l'histoire. Mais ceux de Takahata, ça c'est Ilan qui dit souvent ça, et je trouve que c'est une bonne façon de le décrire, sont des films tellement riches qu'à chaque âge de la vie, on découvre autre chose. C'est vrai. Et c'est le cas pour tous ces films. C'est un humaniste qui a vraiment beaucoup étudié de choses. C'est un grand savant, il connaît beaucoup de choses. Et dans ces films, il s'intéresse vraiment à la psychologie de ces personnages. Et on apprend beaucoup de choses sur l'être humain et ça nous fait des films qui nous font vraiment réfléchir, mais pas des films non plus moralisateurs où on te dit tu dois réfléchir à ci ou à ça. C'est des films qui nous ouvrent nos horizons, qui nous rendent meilleurs, je trouve. C'est du grand cinéma et c'est le senpai de Miyazaki. Hein. C'est qu'au départ, c'était lui le réalisateur. Miyazaki était dans son équipe pour servir sa vision. Et un jour, Miyazaki a pris son envol et est devenu le réalisateur qu'on connaît. Mais il a toujours énormément respecté Takahata, il lui manque beaucoup, parce que Takahata, c'est lui qui lui a tout appris. C'était le cœur, quoi. C'est ça, et puis il lui a appris le cinéma, il lui a dit
c'est comme ça qu'on fait, regarde. Et Miyazaki est devenu un metteur en scène hors pair, quoi, grâce à Takahata. Et ça nous demande, alors ça nous précise, du coup, c'est Nippon TV qui a racheté voilà. Ghibli. Oui. Et par hasard, tu penses quoi de Conan, le fils du futur? C'est super. C'est la première réalisation de Miyazaki, en fait, c'est sa série. Et je crois que Takahata avait réalisé quelques épisodes au moment où Miyazaki était complètement sous l'eau. C'est, encore une fois, dans le contexte, c'est tellement meilleur que tout ce qui se faisait à l'époque, c'est tellement plus loin, plus puissant, enfin, voilà, il y a toutes ces thématiques déjà, mais des meilleures séries japonaises, un sommet, quoi. Ouais, un sommet absolu. Et un autre sommet, du coup, alors encore une fois, Miyazaki, le château de Cagliostro, donc là, du coup, comment y échapper ? Adaptation de Lupin 3, c'est ça? Ouais. Donc Lupin 3, manga japonais très connu. Aujourd'hui encore, il y a encore des films qui sortent là-dessus. Il y a eu un film récemment en 3D, enfin, il y a beaucoup de choses. Ouais, et donc il arrive dans l'univers de Lupin par la série télé, puisqu'il a bossé avec Takahata sur la première saison, et il a aussi réalisé quelques épisodes de la seconde saison, d'ailleurs avec un robot de la puta, un robot du château dans le ciel, pardon. Et donc on lui propose chez TMS de faire cette réalisation, donc un film de Lupin, qu'il va exécuter en 5 mois en se disant c'est la chance de ma vie. Et il a tout donné et il était avec une très très bonne équipe. Il y a déjà tout ce qu'il aime, quoi. Donc le côté vertigineux, là on le voit avec les châteaux. Un hommage très 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 appuyé au Roi et l'Oiseau. À plein niveau. Déjà dans la Puta aussi, il y avait déjà ça. Ouais. Bon, là, il y a évidemment le château du Roi et l'Oiseau. Il y a les hommes, je ne sais pas si on va les voir, mais il y a les hommes à chapeau melon qui sont les mêmes que dans le Roi et l'Oiseau. Dans les thématiques aussi, avec ce tyran démoniaque dans son château qui fait sa loi et qui veut la princesse. Enfin, c'est un des réalisateurs les plus européens, d'ailleurs, les plus fascinés par l'Europe et par même dans le château, le château ambulant, il y avait beaucoup de ça aussi. Alors, oui, mais. Il est revenu au Japon quand même. Oui, bien sûr. Et donc, à partir de Momonoke, tous les films se passent au Japon, sauf le château ambulant peut-être. Oui, voilà. Totoro, ça se passe au Japon aussi. Je pense qu'il est d'une génération où l'Europe et la France en particulier rayonnaient énormément au Japon, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais à l'époque, le cinéma français était au Japon considéré comme le meilleur, la musique française avec Charles Aznavour. Kiki aussi, Kiki la petite sorcière qui se passe dans un environnement très européen. Et donc il y a beaucoup de productions au Japon effectivement qui se passent dans cet environnement européen. Et donc il est dans cette mouvance-là, quoi. Mais je pense pas qu'il est plus que ses contemporains, en tout cas. Une fascination particulière pour l'Europe. J'en sais rien. J'ai l'impression en tout cas. Donc pourquoi ce film je l'adore? Parce que quand tu le vois, tu te dis c'est le meilleur film du monde. Il y a des directions de l'aventure, tout est malin, surprenant, et c'était fait en 79. Nous on faisait le dauphin à l'époque à Galac là. C'est incroyable ce film, mais comment ne pas être époustouflé par ses qualités et sa maîtrise, son côté rocambolesque, avec on parlait de Gaston Lagaffe et tous les gadgets là, c'est blindé de petits gadgets, de showstrap dans le château, c'est extrêmement satisfaisant et en même temps c'est très émouvant. L'histoire est formidable. Les scènes de grimpe comme ça sur les toits, vraiment le vertige quand on le voit au cinéma. Et il met en place vraiment son savoir-faire de la mise en scène. Tout est neuf, tout est frais. C'est la naissance d'un réalisateur extraordinaire. Il a que 41 ans à l'époque. Il lui reste encore il ira loin toute sa carrière à faire. Il ira loin, quoi. Et puis la grande BO de Yuji Ono, oui, qui faisait les musiques de toutes les séries Lupin et je crois de Captain Flamme aussi. Tout à fait. On passe du coup à la toute dernière case. Pas mon truc, mais le géant de fer. Alors pourquoi ce n'est pas ton truc, le géant de fer? Pourquoi c'est pas censé être? C'est pas censé être mon truc parce que d'une manière générale, je suis beaucoup plus sensible, je pense que tu l'as compris, à l'animation japonaise que l'animation américaine, et en particulier l'animation surdéveloppée américaine. C'est-à-dire que quand un personnage va bouger, il va bouger comme ça. De quoi me parles-tu? C'est vrai qu'on n'a pas d'animation 3D ici. Comme ça. Cette animation-là, ce n'est pas du tout mon univers. C'est quelque chose qui ne me touche pas, même qui me déplaît en fait presque. Voilà, tu vois, ce genre de truc. Typiquement, on n'a pas eu de Pixar, par exemple, dans tout ton... Ouais, mais après, je pourrais, je peux te citer là-haut, enfin... Oui.
Enfin, les films de Pixar aussi sont incroyables. Mais là, c'est pas Pixar, là, c'est l'animation surdéveloppée 2D, comme il y a dans Disney ou Dunbluss. Et pourtant, moi, j'adore Dragon Slayer ou Brisby. Enfin, je suis pas non plus sectaire, mais d'une manière générale, il fallait bien trouver quelque chose. Voilà, c'est pas mon truc, en gros, on va dire. Mais le film est super. C'est Brad Bird, l'histoire est géniale. Le design du robot est top. Oui. Enfin, tout le message sur être un héros, devenir un héros, etc. Malgré le fait qu'on soit une arme de guerre, etc. Ça, c'est magnifique. Brad Bird qui continuera avec même ses thèmes de super-héros plus tard avec les Indestructibles. Enfin, c'est vraiment magnifique, effectivement. C'est vraiment trop beau, quoi. Constamment. Et ça nous a donné 100 bits. Merci beaucoup, Erebus. Et merci beaucoup. Ouais, un chef-d'œuvre. Bon, bah oui, c'est un chef-d'œuvre. Et donc ça me réconcilie ce film quand j'ai vu. Ben voilà, c'est le genre de film, quand ça a commencé, je fais oulalalala. Et à la fin, je fais ouais. Bravo. C'est magnifique. Bravo, tu m'as convaincu. Ouais, puis, convainc, quoi. Tout ce qu'a fait Brad Bird après, sur l'animation, moi j'ai. Enfin, il n'y a rien à acheter. Hein. Indestructible, Ratatouille. C'est magnifique. Et même, moi je sais que j'aime bien aussi son passage parce qu'il a fait des films live action. Notamment, il a fait un Mission Impossible. Il a fait À la poursuite de demain, qui est un super film c'est vrai. Que j'aime beaucoup. Même ça, il arrive quand même à bien maîtriser malgré le fait qu'il soit dans des grosses machines, bien évidemment. Donc... Alors, tu sais, sur le Mission Impossible, ça a été monté par un gars qui a fait un livre sur le montage, dont le nom m'échappe, qui s'appelle Dans une salle de montage très lointaine, parce qu'il était monteur sur le premier Star Wars. Et il a beaucoup bossé avec De Palma et tout. Et ce livre, tu devrais le lire, c'est fantastique. Et ça se lit comme un roman d'aventure, on ne peut pas s'arrêter. Et il explique, il a traité Brad Bird, alors je cite, de pixel fucker. Parce que Brad Bird a voulu regarder Mission Impossible, donc c'est celui avec la tour de Dubaï, c'est Phantom, non Ghost Protocol. Ouais. Et donc, il a voulu regarder le film image par image en entier. Donc, plus ça. Et le monteur à côté, il a fait ça pendant des jours, plus ça, jusqu'à ce qu'il ait vu chaque frame du film, une par une. Individuellement. Donc voilà, Brad Bird est un pixel fucker. Parce qu'il vient de l'animation aussi. Donc voilà, c'est ça. Quand même, est-ce que ça soit image par image. Voilà, mais il pourrait le faire tout seul sans demander à son monteur. Oui, il pourrait juste appuyer, il n'y a pas besoin d'avoir un presse-bouton à voilà, c'est ça. Évidemment. Non, mais ça m'intéresse parce qu'en plus, on parlait tout à l'heure de Walter Murch, du coup, pour Return to Oz, justement, là où je le connais, c'est principalement parce qu'il a fait un bouquin qui s'appelle En un clin d'œil, qui est une bible pour beaucoup de monteurs, donc il faudrait vraiment que je regarde. Tout à fait, je l'ai là. Dans ma to-do, ma liste. Tout à fait. En plus, en un clin d'œil, il revient sur le passage du montage analogique au montage numérique, parce que ça a été un des pionniers pour ça. C'est pas parce qu'à un moment... Ce livre aussi, il en parle. Évidemment, ils ont tous vécu ça. C'est sûr. Il y a Avid qui est arrivé, ils ont fait bon, ok. Oui. La révolution qui est Avid, qui est très dure à maîtriser quand on est monteur soi-même. Enfin, je sais parce que j'ai été étudiant en montage. Ouais, et t'as bossé sur Avid. Sur Avid, ouais. Moi aussi, c'était mon premier logiciel. Ouais. Quel enfer quand on vient de Premiere Pro, des trucs du genre, mais... tu sais quoi, c'est l'inverse. Oui. Et étant été formé sur Avid, quand je suis passé sur Premiere, je me suis dit, mais comment on fait les énormes, c'est très dur, Et écoute, Alex, merci beaucoup, ce fut un excellent bingo. Vraiment, un excellent moment, ouais. Quel bonheur. On rappelle, les gens s'est épinglé, mais il y a le crowdfunding du coup de démo. Il a avancé, je crois qu'il était à 105 000. À 512. Ah voilà, donc il a avancé. Merci, c'est sûrement vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux, s'il y a des gens qui ont donné ici, s'il y a des gens qui ont été convaincus par ta culture cinéma de te donner de l'argent pour faire ton propre film. Voilà, donc en fait, moi et tout le reste de l'équipe, en fait, on a beaucoup de respect pour le cinéma. On n'arrive pas en disant oui, ça reste très sérieux. C'est ça, il faut avoir à la fois beaucoup d'humilité et en même prendre le sujet très très au sérieux. On veut pas se moquer des backers, des spectateurs. On voudrait que ce soit vraiment réussi à tous les niveaux, même les plus petits détails. Bien sûr. Donc on va faire de notre mieux. Bah oui, mais ça sent que ça va être génial. Du coup, c'est une visée 2020. Très simple. On n'est pas sûr. On n'est jamais sûr avant. Non, mais du coup, c'est 2026 et c'est horizon quand c'est ça. Donc avant la fin 2026. Donc l'idée, c'est qu'on tourne en mai. Il nous laisse 6 mois pour la pré-production. Ensuite, post-production pendant l'été et l'automne. Et ça nous laisserait quelques mois avant fin 2026 pour la projection. On souhaite aller vite, déjà pour les gens qui nous font confiance. Et aussi parce que c'est important d'avoir une énergie. Ouais. Si on n'a pas de deadline, si on dit « on se finit quand c'est fini », c'est pas bon pour les projets. C'est dur. Il faut, bien sûr, il faut être raisonnable, il faut se laisser le temps de le faire bien. Mais il ne faut pas non plus se travailler sans deadline, c'est pas une bonne chose. Il y a un monsieur de chez DreamWorks, c'est une rumeur, un monsieur de chez DreamWorks qui aurait dit un film n'est jamais terminé, mais à un moment il doit sortir.
Ouais. Et je trouve que c'est très représentatif de la mentalité. Tu dis ça pour n'importe quoi. Hein. Oui. Jeux vidéo. Hein. Toujours. Quelqu'un qui arrive dans le chat et qui dit: vous avez commencé le bingo ou pas encore? Alors on commence. Donc on commence. Alors donc non mais merci à tous du coup dans le chat d'être passés. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. J'ai essayé de vous lire progressivement, pour prendre un petit peu vos remarques. Bien sûr, merci à tous ceux qui sont passés. Le projet du coup démo de Alex Pilote, moi normalement la VOD devrait sortir d'ici quelques jours pour pas sortir avant la fin, sortir après la fin, évidemment. Merci beaucoup. Et merci à toi Alex. Et puis ça m'a fait plaisir de passer chez toi parce que j'ai fait beaucoup de podcasts très orientés jeux vidéo. Oui. Donc on a beaucoup parlé de jeux vidéo, d'Atari ST, d'Amiga, et là du coup on a vraiment parlé. C'est vrai. Complètement cinéma, et c'est très rafraîchissant. Ça fait plaisir aussi. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup. Moi je vais rendre l'antenne du coup. Des bisous tout le monde dans le chat et passer une très très bon week-end. Merci beaucoup. Une très bonne fin de week-end.